Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 280 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, le bilan des Milwaukee Bucks dans nos bilans de 2024 avec Tom de Dunk Hebdo que vous connaissez très bien évidemment. Et puis comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour un nouveau numéro de nos bilans 2024 avec de plus en plus, au fur et à mesure que les jours passent, des équipes bien meilleures. Hein. Vous remarquez, on n'est plus dans les Washington. Aujourd'hui, c'est Milwaukee avec quelqu'un que vous connaissez, vous l'avez entendu rire déjà, c'est Tom. Comment vas-tu, Tom ? Ça va très bien, Guillaume, et toi ? Ça va nickel. Là, on est en plein été, plein JO, on enregistre, donc tout va bien. Je suppose que toi aussi. Oui, ça va, écoute, hein, on garde la forme physique, on reste un peu loin de Paris, même si bon, on apprécie la ferveur à la télé, mais sinon, les choses vont bien, et puis pourvu que ça dure. Tu fais partie de ces gens qui ont quitté Paris pour fuir la folie, c'est ça ? Ouais, surtout pour fuir la délicatesse dans les transports, quoi. Déjà, en temps normal, les transports, c'est assez compliqué. Donc là, je préfère rester en télétravail et pas aller me battre dans les transports pour arriver au bureau avec déjà une journée de lutte dans les pattes. Ouais, ça se comprend. On peut dire qu'on n'a pas encore accès aux mêmes facilités que justement les Milwaukee Bucks quand ils voyagent ouais, c'est ça. de Milwaukee à Los Angeles. Hein, on peut dire ça en tout cas. Littéralement. Ouais. Bon, peut-être un jour avec des Patreons, avec une professionnalisation peut-être du podcast. On verra. Bon alors Tom Feller, vous connaissez, Dunk Hebdo évidemment. Memphis aussi, fan de Memphis. Ouais. Cellule Grise, pas d'épisode récemment, je dis pas de bêtises. Non, pour Cellule pas Grise. Encore, mais bientôt, on espère. On sent que le Ja Morant qui a été blessé, ça a mis un petit coup quand même. On en avait discuté avec toi sur l'épisode bilan 2024. On espère que l'an prochain, il y aura plus d'épisodes, notamment Actu, c'est le grise, très... on est top 3 de conférence. Hein. C'est ça, exactement ça. Donc aujourd'hui, le programme du jour est très simple. Vous le connaissez avec Tom, un habitué qui revient en plus cette année pour une deuxième apparition. Les bilans 2024, donc on fait le bilan équipe par équipe. Cette année, on va faire les 30. Et oui, on est en plein marathon. Et donc, c'est à travers notre format des 10 stats de la saison, donc 5 chacun. Soit des stats intéressantes, soit des stats qui nous permettent qui sont un prétexte pour aborder plein de petits sujets à droite à gauche. Comme on s'est dit en antenne, il y en a pas mal de sujets à aborder aujourd'hui. Donc allons-y, si tu veux bien, on peut démarrer de suite. Quelle est donc, Tom, ta première stat du jour à nous présenter pour ces Milwaukee Bucks 2024 ? Alors, ma première stat, ça va être 0. Ouais. 0, alors, c'est le numéro de Damian Lillard. C'est aussi le nombre de minutes jouées par le duo en playoff, malheureusement. Mais 0 parce que par rapport à Damian Lillard, qui pour moi marque un tournant en fait pour cette équipe des Bucks, son arrivée, où on avait une équipe qui de base était une équipe défensive qui arrivait à générer de l'attaque de façon systémique en allant sur, entre guillemets, les choses rentables avec un personnel pas forcément adapté, hein, notamment c'était la problématique, hein, l'attaque, notamment quand c'était Jrue Holiday qui était dans le jeu. Et là, on est parti sur une équipe qui a une entre guillemets, qui va miser sur l'attaque. Aujourd'hui, les Bucks sont une équipe offensive qui va chercher à améliorer sa défense pour avoir entre guillemets un équilibre sur un déséquilibre. Alors que sous Bud, c'est un peu l'inverse. Hein. Ce que tu dis aussi, c'est que on l'a connu les Bucks de Bud, c'est dur à dire, de 2019 à 2023, c'était une défense extrêmement solide, et puis ensuite une attaque qui était un peu poussive. Là, le modèle d'équipe est très différent parce qu'on a eu ce méga trade pour Lillard, donc forcément tu le payes un peu de l'autre côté, mais t'es aussi meilleur en attaque. C'est ça. Et pour moi, on peut pas ne pas parler de cette saison des Bucks sans parler de l'arrivée de Damian Lillard. Hein. D'ailleurs, t'as pensé quoi, toi, de sa saison au global ? Je sais pas si tu avais prévu d'en parler en stats. J'ai des stats, on va en parler. Je pense qu'on va en parler. Mais non, je suis étonné parce que quand t'as dit 0, donc le numéro de Lillard et le minute de Lillard et Giannis, moi je pensais que t'allais dire aussi le nombre d'ajustements de tactiques fait par Doc Rivers en carrière en playoff. je pensais que c'était un peu ça. Non, mais après... Je pense que, c'est vrai que c'est bien qu'on commence par ça, parce que la saison a commencé par ça, et ça définit toute l'équipe, mais il y a un peu ce côté, je sais pas toi ce que tu pensais du trade à l'époque, bon, au-delà du côté ajout de talent pur, moi où j'adorais le trade, c'est le fait que, voilà, justement, on était sur une équipe très défensive depuis 5 ans, qui certes a gagné un titre, donc tant mieux, mais moi ça n'a pas totalement effacé certains doutes que je pouvais avoir sur de la création sur demi-terrain, etc. Oui. Et donc c'est vrai que, tu vois, par rapport à Giannis aussi, on va en reparler peut-être, mais c'est pas non plus un des meilleurs créateurs, vraiment sur purement la création de demi-terrain, c'est pas
pas forcément toujours génial en playoff par rapport à plein d'éléments. Donc pour moi, ce trade, il était aussi, bon, c'est un trade à compromis. On va un peu compromettre notre défense avec, on a vu un jour l'idée qu'elle allait faire des merveilles côté Boston, mais il y avait un peu cet ajout de talent pur, ok, mais surtout de fit offensif avec Giannis que j'aimais beaucoup. Et bon, comme tu dis, et comme on va le développer, peut-être ça n'a pas pris d'un coup pour l'instant, mais en tout cas, peut-être qu'on rentre sur un nouveau cycle et un pari qui est fait et une identité d'équipe très différente maintenant, même si on est peut-être encore en 2024, on a été sur un peu une période de transition entre l'effectif d'avant et peut-être l'effectif qu'on aura plus tard, quoi. C'est ça, totalement d'accord avec ce que tu dis. Alors c'est vrai qu'on pouvait avoir cette notion de plafond de verre, comme tu l'as dit, Jrue Holiday qui a rejoint Boston, mais qui était pas dans le rôle qu'il avait aux Bucks. Et je trouve que voilà, d'avoir Damian Lillard pour faire jouer le rôle qu'on faisait jouer à Jrue Holiday quand il était aux Bucks, bah c'est mieux que simplement avoir Jrue Holiday dans le rôle qu'il avait aux Bucks. Ouais. Bon, alors justement, on développera ça en effet. Mais alors, si tu me permets de caler ma première stat du jour, pour rester un peu général, moi c'était 2, chiffre 2. Ouais. Moi c'était pas 0, parce qu'il n'y a pas eu 0 saison, moi c'est 2, 2 saisons 1, justement. Et je pense qu'on est un peu obligé d'en parler, c'est que bon, on a eu ce changement de coach qui est arrivé autour du 23 janvier, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. Et ce qui fait qu'on a vraiment eu 2 saisons en 1, parce qu'on a eu littéralement 2 coachs différents et surtout deux équipes différentes, en fait, à un sens. Et donc, voilà, Griffin commence l'année en tant que nouveau coach après Budenholzer, qui a eu beaucoup de succès, malgré certaines critiques peut-être, mais en tout cas, énorme succès sur Il a gagné un titre, hein. Il a gagné un titre, en plus, et il a fait des saisons régulières. Les gens l'oublient, les coachs titrés oubliés, on peut le mentionner. c'est vrai. Non, mais tu sais, il était toujours critiqué un peu en playoff. Oui, ajustement un peu trop tardif, etc. Bon, bref, Griffin arrive avec un nouveau cycle, on pense que ça va être ça. Et puis, au-delà des chiffres qu'on va pouvoir citer, il y avait une impression de ça patoche, quoi. Ça patoche beaucoup, c'est pas aussi bien ce qu'on pense, surtout donc avec le méga trade pour Lillard, et le pauvre Mike Budenholzer, lui, il a jamais eu un porteur de balle de cette qualité, il s'en va, et c'est Milwaukee en a un. Parce que Bud, il a jamais eu ni à Milwaukee ni à Atlanta, hein, ce côté. Bon, bref, mettons ça entre parenthèses. Donc, nouveau cycle, mais une impression de, c'est très décevant. En plus, élimination un peu sous le feu des projecteurs contre Indiana en demi-finale du play-in, si je dis pas de bêtises, ou qui rajoutait un peu à ce côté déception, etc. Et donc, il se fait virer en janvier. Et c'est là où j'ai envie de dire, mais attendez, est-ce que vraiment c'était si catastrophique que ça, premièrement, et si, et deuxième temps, est-ce que c'était catastrophique, surtout par rapport à ce qu'on a eu après? C'est là que j'ai envie de parler des 2 saisons 1, parce que tu vois, entre le début de saison et donc le 23 janvier, Milwaukee était le 10e net rating, donc le fameux différentiel attaque-défense, hein, à quel point une équipe est bonne, hein, différentiel attaque-défense, le but du basket, 10e de NBA, certes, c'est pas top 5, c'est pas top 3, peut-être qu'on attendait Milwaukee là, voilà, c'était 10e, avec la 4e meilleure attaque de NBA, ce que tu as dit, hein, donc l'attaque qui est devenue élite, et la défense 21e, c'était pas bon. Et après, le 23 janvier, Tom, on est passé, donc 23 janvier, fin de saison, avec Doc Rivers, on est passé du 10e sur 30 au 15e net rating de NBA, donc vraiment une équipe moyenne, hein, pile dans la moyenne, avec l'attaque qui est un peu remontée, l'attaque est un peu descendue et la défense un peu remontée. Et donc 15e au net rating et 15e en attaque, 13e en défense, donc une équipe très moyenne finalement. Et donc c'est là-dessus où j'ai envie de dire, est-ce que vraiment c'était si cata que ça, Adrian Griffin, par rapport à ce qu'on a vu, et surtout par rapport à ce qu'on a eu après, quoi, c'est-à-dire l'arrivée de Rivers. Je trouve que c'était nécessaire parce que voilà, il a fait une Bjorkgren, hein, pour ceux qui l'ont oublié, voilà, il a perdu le vestiaire tout de suite. Alors c'est vrai qu'il y avait eu, vous en aviez parlé lors d'un hebdo tactu, je crois que c'était avec FD, où il y avait justement juste avant le début de la saison la perte de Terry Stotts, ou du moins il s'est embrouillé avec Stotts. Ensuite, les schémas défensifs où l'équipe a limite provoqué une réunion pour lui dire non, on peut plus jouer comme ça. Enfin, voilà, Brook Lopez qui avait l'habitude de faire essentiellement du drop, tu peux pas le faire switcher, edger, tout ça, l'envoyer sur le périmètre, ça compromet trop la défense. Et quelque chose qui, pour moi, hein, qui était une preuve que le vestiaire l'avait aussi lâché. Tu vois, t'as parlé de la défense qui était pas bonne. Moi, ce qui m'avait choqué, c'était surtout le niveau de la transition défensive. La transition en défense. Et quand on regardait, alors moi déjà visuellement en regardant les matchs c'était déjà palpable, mais le pire c'est quand on allait regarder les stats, c'est que on se rendait compte que voilà les Bucks étaient 29e ou 30e au pourcentage de transition générée après un rebond. C'est-à-dire que quand les équipes récupéraient le rebond défensif, les Bucks avaient l'une des pires fréquences de transition défensive concédée.
Donc là, il y avait clairement un problème. Et puis globalement, pour rebondir sur ce que tu as dit, la notion de calendrier. Parce qu'en fait, sous Griffin, les Bucks avaient le calendrier le plus facile de la NBA. Et quand ils ont changé de coach, ils ont eu, sur la fin, comme ils avaient le plus facile au début, ils avaient le calendrier le plus difficile de la NBA sous Doc Rivers, ce qui peut, pour moi, expliquer ces différences en termes de rating. Ouais, alors c'est là où je pense que la conversation est un peu compliquée. Et comme dit, il y a deux débats à avoir. C'est est-ce qu'il fallait changer ? Et après, il y a presque, est-ce qu'il fallait changer Est-ce qu'il fallait prendre une nuance, quoi. Exactement. Est-ce qu'il fallait changer pour ça c'est peut-être un autre débat. Mais après, bon, sur le côté, est-ce qu'il fallait changer ? Moi, je pense que oui. Même si j'apporterais des nuances par rapport à le côté équipe était pas bonne, catastrophique, etc. Mais en tout cas, je pense que le point principal, et ce qu'on avait développé en janvier dans le podcast, c'était en même temps, c'est une équipe de contenders, c'est un vestiaire de superstars. Et si t'as pas le vestiaire, en fait, c'est fini. Il faut passer à autre chose. Alors, sauf si tu as peut-être un GM ou un président qui descend dans le vestiaire qui dit mais vous arrêtez vos conneries. Nous on a choisi lui. Voilà, tu fais comme comme Pat Riley ou alors comme je pensais au foot au Milan Arrigo Sacchi aussi. Voilà, qui est arrivé nulle part et le président est descendu. Il a dit non, mais arrêtez vos conneries. Ça va être lui le coach. Et du coup il a fait tant de choses. Mais ce que je veux dire c'est que bon, il a perdu le vestiaire. La NBA, c'est aussi un écosystème particulier où avec la superstar a énormément de pouvoir. On l'a vu, Giannis qui a réussi à forcer le trade pour Lillard, etc. Donc, en ce sens, je comprends. Et t'as pas tant de cartouches que ça. T'as beaucoup moins de cartouches que tu ne penses en NBA pour avoir des vraies chances de titre. Donc, je peux comprendre. Après, comme dit, il y a deux problèmes pour moi. C'est prendre Doc Rivers à ce moment-là. Qui est peut-être pas top et surtout en fait le prolonger, le prendre pour longtemps. Enfin, c'est ça surtout le problème. C'est pas qu'une pige pour finir la saison. Oui. C'est de le prolonger déjà cher. Donc maintenant, est-ce que tu vas être prêt à le revirer si ça se passe mal et à payer 2 énormes contrats pour encore 3-4 ans et puis après il y a la question de voilà. Je peux comprendre ce qu'a fait Griffin, ce qu'a essayé de mettre en place Griffin, même si, comme dit, ça marchait pas. Et au niveau vestiaire, ça a pas marché. Mais tu vois, si on décompose un peu, bon, l'attaque, elle était top. Clairement, 4e de NBA sur la première partie de saison. Modulo, comme tu dis, le côté un peu, le côté calendrier. Mais 4e de NBA au niveau attaque. Est-ce que c'était à mettre au crédit de Griffin ou alors c'est juste qu'ils ont Lillard ? Certains pourraient dire, bon, c'est normal, t'as Lillard. Oui, et en même temps, comme dit aussi, une fois que Griffin est parti, l'attaque est tombée 15e. Donc, c'est pas que l'ajout de Lillard, parce que Lillard était aussi là à la deuxième partie de saison. Donc, voilà, je pense que tactiquement, on avait des choses assez intéressantes aussi avec Griffin, même si peut-être pas autant ce qu'on aurait voulu avec le côté pick and roll Lillard-Giannis. Mais voilà, déjà, je pense que moi, tactiquement, c'était pas si mal que ça, même s'il y avait toujours des trucs un peu bizarres, mais le constat, en tout cas, il est celui-là. La défense, c'est vrai que il a voulu tout changer, alors que s'il y a bien une équipe qui avait une identité défensive, c'était les Bucks, il a voulu tout changer. Oui. Et voilà, comme tu dis, le fameux Brook Lopez qui est resté bas sur les pick and roll, on lui a dit non, il faut que tu montes haut, il faut que tu sortes dans le périmètre, etc. Ouais. Bon, ça, c'est pas trop son truc, donc là, en effet, c'est peut-être un échec, évidemment. Mais après, je me demande aussi à quel point est-ce qu'on l'avait pas mis là pour faire un peu du long terme, et donc pas forcément pour rester 5 ans avec Brook Lopez, quoi. Et à quel point, voilà, il a voulu mettre en place ses schémas dynamiques. Et voilà, je sais pas, tu vois ce que je veux dire, mais il y a un peu peut-être un problème de timeline où on met ce coach-là pour qu'il fasse ses idées, et en même temps, on re-signe aussi tous les vieux à l'été dernier, et du coup, ça colle pas, quoi, mécaniquement. Effectivement, en fait, ça fait pas sens d'avoir, par exemple, un effectif qui a une notion d'urgence avec un effectif qui a une notion d'urgence, puisque voilà, les joueurs sont quand même assez âgés, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, les joueurs sont quand même assez âgés et on sent que la fenêtre de titre c'est réentrouverte potentiellement avec Damian Lillard, mais qu'elle n'est pas ouverte tant que ça, puisque Lillard a un certain âge, et tu prends un coach qui, lui, est un coach plutôt à potentiel, qui pourrait donner peut-être qui aurait pu potentiellement donner la pleine mesure de ce qu'il allait pouvoir apporter, ce pourquoi il a été embauché, après peut-être 2, 3, voire 4 ans, ce qui malheureusement ne coïncide pas avec les signatures qui ont été faites à l'intersaison et l'âge du roster, globalement. Ouais, et puis tu vois, et donc il a essayé de mettre en place des schémas, il jouait les jeunes, lui, par exemple. Non, mais en fait, le move aurait pu être intéressant long terme, mais il a pas eu le temps de le développer, quoi. Avec, comme dit, il y a un côté management où forcément, si ça colle pas, tant pis, voilà, tant pis, on te dégage. Mais
Je sais pas. Mais en même temps, tu vois, on parle de ça, mais Nick Nurse aussi est arrivé, il a gagné un titre en tant que coach rookie. Mais pourquoi? Parce que, ok, il avait ses schémas à lui, mais ça collait aussi avec l'équipe qui avait en place. Ouais. Donc le mariage a pu être fait dès le début. Et il venait de la G-League, il connaissait la plupart des joueurs, quoi. Il venait de l'équipe de G-League, il connaissait, ils ont fait remonter pas mal de joueurs. Quand tu revois la seconde unit de l'équipe qui a bien fonctionné, c'est beaucoup de joueurs qu'il avait eu justement dans cette équipe de G-League avec Siakam, les Normal Powell, les Chris Boucher, ces gars-là, quoi. Van Vliet aussi, je crois, Fred Van Vliet, oui, à l'époque à Toronto. Mais non, mais c'est marrant d'ailleurs parce que Griffin vient du coaching tree de Nick Nurse et comme le fameux Nate Burken que t'as cité, ouais, donc bon tacticien, mais là encore le vestiaire a pêché. Non mais voilà, deux saisons en une, je pense que c'est un peu... le bilan est très très nuancé, je trouve, sur Adrian Griffin, oui. Et bon, même sur la suite, mais la suite on le connaît, et Doc Rivers. J'avoue que j'aurais été client de voir sur plus longtemps, même si comme dit, c'était pas parfait, il y avait toujours des systèmes où tu dis, ah, le mec a joué dans les années 2000, on reconnaît certains systèmes qui se faisaient dans les années 2000, et plutôt aujourd'hui, ou tu vois, des trucs comme ça, mais... Bon, voilà, c'est un peu dommage. Et comme dit, bah oui, si tu mets un nouveau coach qui a ses schémas à lui, en même temps tu l'engages pour ses schémas à lui. Mais si ça colle pas avec l'effectif en place, quelle est la logique, quoi, du coup. Et là encore, tu vois, le côté vestiaire, apparemment Giannis avait mis pas son veto, mais si, un veto positif en tout cas. Il avait dit oui, c'est bien qu'on l'engage. Il voulait pas Nurse. Ouais, il voulait pas Nick Nurse à cause de la rivalité. Non, mais Giannis qui dit en juillet, il faut qu'on l'engage parce qu'il est bien et tout. Et puis ensuite en janvier, il dit au milieu d'une déclaration, il en a fait plein, mais au milieu d'une déclaration anodine, oui, alors les joueurs jouent mal, l'intendant lave mal les chaussettes et on est mal coaché. Ouais, ça, les attendants, ils ont pris tellement cher au Bucks. Ouais, mais c'était une manière de noyer le poisson en fait, de faire une espèce de liste infinie et au milieu, bien caché dans cette liste, t'avais on est mal coaché. Bon, ok, on a compris le message, quoi. On suppose que les chaussettes elles sont pas vraiment sales, hein, on a compris. Mais voilà pour ce côté saison 2 en 1, c'était ma première stat du jour. Quelle est donc ta deuxième stat du jour à nous présenter pour ces Bucks 2024? Alors, ma deuxième stat du jour, ça va être 107. Ouais. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est? Est-ce que c'est pas un true shooting plus par hasard, un truc comme ça? Non. C'est un pourcentage et si on peut prendre le chiffre 152, c'est alors 152 millions et 107%, c'est le pourcentage du salary cap qui était sur Giannis, Middleton, Lopez et Lillard cette saison. Donc on voit très bien que c'est une équipe qui est, quand on parle de top heavy, c'est vraiment la définition de cette équipe-là. Donc on a 4 salaires qui reprennent 107% du montant du salary cap pour ces 4 joueurs-là, et on a les 9 autres joueurs qui ont 25% du salary cap au total. Donc, on voit que c'est une équipe qui peut être sujette aux blessures. Donc, c'est une équipe qui, vu le niveau de ses joueurs, peut potentiellement se passer d'un des joueurs pour la saison régulière. Mais par contre, en playoff, il faut que les 4 soient là parce que le supporting cast ne peut pas suivre. Oui, il y a un peu cette notion très basique de, le budget salarial, il est limité. Donc, si t'as autant d'argent sur les stars et qu'elles sont pas là, t'as pas d'argent pour construire un supporting cast, quoi. C'est ça. Donc après, au-delà, tu dis, il faut que les stars soient là. Enfin, il faut surtout que la star soit là, je pense. Parce que j'ai pas de mal à imaginer, alors c'est pas probable ou quoi, mais j'ai pas de mal à imaginer un run sans Middleton, par exemple. Mais si t'as pas Giannis, non, c'est un peu fichu, quoi. Ça, c'est un peu normal. Et je me demande à quel point il y a une question de timing là-dedans. Tu sais, parce que ils ont re-signé Middleton l'an dernier, qui sortait d'une saison de blessure, où il a fait une trentaine de matchs à peine en 2023. Ouais. Il a été quand même prolongé parce que gage de confiance, loyauté, etc. Ok, pas de problème. Même si on reparlera, mais il y a peut-être son état de santé n'est plus top. Bref, Lopez aussi, qui a failli partir aux Rockets, qui au dernier moment, les Bucks ont dit, ah non mince, il va signer aux Rockets, on monte l'offre et on le garde. Voilà. Donc ils ont gardé Lopez, mais je dis ça niveau timing parce que ça c'était en juillet, donc, et finalement le trade de Lillard s'est fait assez tard, il s'est fait en septembre. Tu vois, je sais pas à quel point, s'ils avaient pu avoir Lillard en mai ou en juin sur un trade ou quoi, est-ce qu'ils auraient fait la même construction d'équipe? Ouais, je sais pas. Effectivement, ouais. Effectivement, c'est quelque chose qu'on peut se dire, surtout qu'on voit la structure de l'équipe, puisque il va commencer à y avoir des contraintes financières par rapport à cette équipe-là, où là, cette saison, ils ont fini,
ils ont fini dans la taxe pour la troisième saison de suite. Ça veut dire qu'ils sont dans la repeater tax et que là, ils sont déjà au-dessus de la seconde apron. Et simplement pour donner une idée entre la différence entre la taxe et la repeater tax, par exemple, pour l'équipe qui est Milwaukee, pour $1, par exemple, au-dessus de quand tu es dans la taxe, pour $1 au-dessus, tu vas payer $1.50. Sauf que quand tu es dans la repeater tax, pour $1, tu vas payer $2.50. Donc en gros, si tu signes un joueur à 4 millions quand tu es Milwaukee et que tu es dans la repeater tax, ben, au lieu qu'il te coûte 6 millions si tu étais juste dans la taxe, ben là il va te coûter 10 millions. Ouais. J'ai l'impression d'entendre un président de Ligue 1 qui nous dit on peut pas concurrencer la première ligue parce que nous, avec les charges et les impôts, ça nous coûte plus cher de signer un joueur en France. Mais il faut donner du crédit aux Bucks. C'est une sorte de majoration en fait, hein. C'est juste, si t'es au-delà de... Il y a un budget commun pour tout le monde, t'as le droit de dépasser, mais en dépassant, tu payes des taxes. Hein, t'as pas le droit, enfin t'as le droit, mais tu payes, hein, grosso modo. Oui, mais plus tu restes des années consécutives là-dedans, plus tu vas payer cher. Plus tu payes cher, c'est ça. Pour que ça soit dissuasif, hein, c'est un peu ça l'idée. Et alors, fais-nous un peu le point financièrement, où est-ce qu'ils en sont. Tu disais, ils sont au niveau du second apron, c'est ça ? C'est ça, ils sont un peu au-dessus de la seconde apron aujourd'hui en termes de salaire. Ça veut dire qu'ils ont des restrictions, donc ils peuvent signer que des joueurs au minimum pour renforcer l'équipe. Et ils n'ont pas le droit au sign and trade. Voilà, il y a pas mal de choses. Et, voilà, ça fait partie des choses qui sont un peu compliquées pour eux, notamment pour renforcer l'effectif. Mais toujours pour rester par rapport à la saison dernière, hein, je trouve que c'est aussi, il faut donner du crédit aux propriétaires, puisque on fustige souvent les propriétaires qui ont des joueurs générationnels dans leur roster et qui refusent de dépenser pour conserver certains joueurs. Ouais. Vous voyez de qui je parle. Et là, on a une équipe qui a fait des mouvements pour faire venir une pièce et qui continue à garder son salaire haut, puisque effectivement, plus tu gardes le salaire, la masse salariale haute, plus tu peux ensuite pouvoir faire des choses pour redescendre. Puisque maintenant, avec les mécanismes, c'est plus difficile de monter à ce niveau-là. Donc, quand tu y es, autant y rester pour après pouvoir faire des choses et pas gâcher des opportunités, peut-être comme, tu vois, il y a eu avec potentiellement Jordan Poole et Chris Paul. Ouais. Oui, parce que donc, il y a le budget salarial qu'il ne faut pas dépasser. Et après, il y a le premier apron. C'est donc une première limite Enfin, tu peux la dépasser, hein, mais voilà, c'est une première limite. Et le second, c'est la deuxième limite qui est celle qui entraîne le plus de punitions et de restrictions. C'est un peu comme ça que ça marche. Allez écouter les podcasts de Tom, hein, d'ailleurs, si vous voulez un peu tout savoir là-dessus. Mais en gros, il y a aussi cette idée pour une équipe comme ça. Alors, c'est très bien que le propriétaire mette beaucoup d'argent, mais je crois qu'au bout de 2, 3, 4 années au-dessus de cette limite du deuxième apron, tu auras des restrictions très, très lourdes, hein, en termes de... Tu perds des choix de draft, des trucs comme ça. En plus, tu dis déjà actuellement, tu peux signer que des contrats minimum. Je crois que tu peux pas signer de buyout, de mecs en buyout au mois de mars. Hein, voilà. Donc les fameux rajouts de un joueur qui est assez bon dans une mauvaise équipe, buyout, et puis on essaie de le signer ensuite. Non, ça tu peux pas. Donc il y a pas mal de contraintes. Et ce que tu dis aussi, c'est qu'au-delà même du côté, il faut que les stars qui ont beaucoup d'argent soient là en playoff. Il y a aussi la notion de flexibilité, en fait. Et le noyau dur, pardon pour les autres, mais ça reste Giannis et Lillard, a priori, pour la suite. Oui. Donc finalement, le peu de flexibilité que tu as, a priori, ça pourrait passer par un trade de soit Middleton, soit Lopez, mais ça semble un peu la seule issue si tu veux un peu jouer avec le roster et bouger un peu, aller récupérer des joueurs à 15-20 millions de salaire, et t'es un peu obligé de bouger les autres, quoi. C'est ça. Tu vois, par exemple, moi, Lopez, on en parlera après, pour moi, c'est sa dernière saison si jamais il reste. Ouais. Oui, parce qu'en plus, il est en fin de contrat. Donc, je pense que s'il se fait échanger, ça pourrait être cette année, quoi. Ou alors, est-ce qu'il peut signer une prolongation un peu pendant l'année Il peut pas signer de prolongation puisqu'il a signé que pour 2 ans. Ah, d'accord. Donc, il va forcément arriver en free agency l'été prochain. C'est ça, normalement. Ok. Donc, ce qui veut dire que il pourrait être échangé avant aussi. C'est une possibilité. Non, mais alors, effectivement, si tu me permets d'enchaîner, je peux aller là-dessus, moi, justement. Moi, j'avais 30e sur 30, ma deuxième stat du jour. 30e sur 30, c'est le rang de Milwaukee, des Bucks, au niveau des turnovers défensifs, mais pendant la période Adrian Griffin, justement. Oui. Et c'est là un peu tout le paradoxe. Je voulais parler aussi de Brook Lopez, c'est que Griffin arrive, il veut changer un peu les schémas défensifs, donc ne plus faire le drop un peu très conservateur, enfin relativement conservateur avec Lopez qui reste bas sur pick and roll, pas de pression sur le ballon au niveau de l'écran, donc on protège le panier.
Voilà, c'était un peu le schéma. Il arrive, lui, à faire des schémas plus dynamiques, hein, plus agressifs, parce que c'est un disciple de Nick Nurse, le savant fou agressif en défense, on va dire. Et donc, voilà, il est un peu dans cette idée. Et sauf que, comme je te dis, ils sont 30e sur 30 en termes de création de turnover sur cette période, sur le début de saison. Oui. Donc, pour moi, je voulais le citer parce que c'était aussi une très bonne illustration stat et un peu fun fact de ça. Oui. Parce qu'en fait, ça montre bien que t'avais pas le personnel pour ça. Je pense que le seul élite en termes de défense off-ball, c'est Giannis, évidemment. Mais du reste, voilà, on a bien vu d'ailleurs je crois que c'était contre Indiana, le fameux match du play-in. Mais on l'a vu souvent, mais contre Indiana, oui, tu fais monter Brook Lopez, qui est plutôt à l'aise et plutôt élite d'ailleurs en protection de panier. Tu le fais monter dans le périmètre au niveau de l'écran sur les pick and roll. Dans le dos, ça crée des brèches, hein, forcément. Et sauf que t'as pas le personnel autour pour compenser les brèches. Non, voilà. Et puis Lillard, défense off-ball, c'est assez nul aussi. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas. Surtout couplé à Beasley, quoi. Exactement. Alors, moi, j'aime bien Beasley off-ball, mais c'est juste qu'il est petit aussi. Donc parfois, il fait la bonne rotation, mais il fait pas d'impact. Mais voilà, en tout cas, de facto, comme tu dis, c'est pas un playmaker défensif en termes d'interception non plus. Lillard, comme tu dis, c'est catastrophique, mais c'est pas grave parce qu'il y a l'attaque. Middleton aussi, ça bouge plus beaucoup, hein, Middleton, hein, mine de rien. C'est compliqué, ouais. Sur la navigation, en tout cas, des écrans, il a du mal à suivre les joueurs. Ça crée parfois des décalages qui doivent être compensés. Ni sur l'attaque, ni la défense. Hein. Ça bouge plus beaucoup. Plus donc notre ami Brook Lopez, plus Bobby Portis, il fait acte de présence, mais voilà, il fait ses edge dans le périmètre, mais pas grand chose de plus, quoi. C'est pas non plus un volume off ball énorme. Donc je voulais un peu citer ça parce que on voit aussi tout le paradoxe, soit du choix qui a été fait avec le coach, soit du choix du personnel, mais en tout cas le mariage n'a pas eu lieu parce que concrètement, alors pas tout le temps, mais concrètement sur une majorité de matchs, ils ont pratiqué des schémas agressifs pour le coup, et sauf qu'on n'a pas du tout eu les résultats attendus. On a eu 30e sur 30 en termes de turnover. Alors c'est pas des schémas faits que pour ça, hein, que pour créer des turnovers forcément, mais tout de même, c'est une défense qui est censée être plus dynamique et plus agressive et qui n'a pas eu tant que ça de résultats. Et de l'autre côté, c'est vrai que par rapport à Lopez, on peut ouvrir ce dossier parce que qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce qu'en deuxième partie de saison, on est revenu sur un peu du drop un peu plus traditionnel, mais comme dit aussi, il vieillit, comme dit aussi, il est en fin de contrat. Enfin, je sais pas trop où est-ce qu'on se situe avec Lopez. Moi, j'ai pas de stat particulière sur lui, si ce n'est que dès qu'il a été mis dans son drop, il a été très bon comme d'habitude. Et je pense qu'il est encore très bon. Est-ce que c'est vraiment ce dont tu as besoin concrètement ? C'est ça, ouais. Je sais pas toi ce que t'en penses, où est-ce qu'on peut aller. Parce qu'on sait aussi de l'autre côté que, tu vois, un Giannis en pivot, entre guillemets, on sait que ça n'a pas des résultats géniaux non plus. Hein. L'année où sans Lopez, la défense était 15e de NBA, hein, 15e sur 30, donc je sais pas trop quoi faire. Surtout que, tu vois, cette année, alors oui, Lopez a beaucoup plus joué cette saison en termes de minutes, mais Giannis, c'est sur les 3 dernières saisons, cette saison, c'est il a joué le moins de temps au poste de pivot, cette saison aussi. Donc peut-être que c'est pas quelque chose avec quoi le coaching staff et le front office sont en adéquation. Simplement pour rebondir, je vais peut-être profiter pour glisser ma troisième stat, hein, potentiellement sur Lopez, et enchaîner sur ce que tu disais. J'avais 673, c'est le nombre de tirs au cercle qu'il a défendu cette saison. Il est largement premier de NBA, et il laisse aussi une efficacité de moins 8% par rapport à la moyenne sur tous ces contests-là. Donc, il y a vraiment une vraie plus-value. Pour le coup, il y a vraiment une vraie plus-value de contester autant de tirs et de quand même garder un tel pourcentage. Hein. Il y a 3 joueurs devant lui. Donc, les classiques, hein. Les classiques Chet, Victor, et le troisième... j'oublie qui c'était l'autre. Walker Kessler, Gobert, un truc comme ça, non ? Non, Gobert, voilà. Gobert. Ouais, Gobert. Voilà. Voilà, Gobert qui est là devant. Donc globalement, c'est quelqu'un qui a fait une bonne saison à la contestation de tir. Mais pour revenir sur ce que tu disais et toi, ce que tu avais mentionné, pour moi, c'est un joueur où l'eye test ne matche pas les stats. Parce que, sur le drop, je les trouve. Alors quand tu vas jusqu'au cercle, ok, il est là. Par contre, je pense qu'il doit faire des cauchemars de Jalen Brunson sur le périmètre. Hein. Les cauchemars de Jalen Brunson où, sur la zone du drop, alors oui, tu me diras qu'il y a moins les review contests qu'il y avait quand il y avait Jrue Holiday et quand il y avait aussi Jevon Carter. Mais c'est vrai que sur le drop, au cercle, il n'est pas puni, mais par contre, dans la zone intermédiaire, il se faisait littéralement estampiller, en fait, les Bucks. Il se ferait totalement piétiner. D'où peut-être ce besoin, en fait, d'ajouter quelque chose de plus dynamique et d'ajouter un peu de mobilité.
Bah, c'est un peu, c'est aussi mon point. C'est effectivement c'est le côté où, bon, moi je pense qu'il y a encore de bonnes années à tirer avec Lopez. Alors peut-être au moins une ou deux, je sais pas, mais je pense que dans son rôle, il est encore très bon, quoi. Tu vois, tu parlais du pourcentage de perte d'efficacité infligée au panier. Donc là, il a, comme dit, à moins 8. Bon, il est pas au niveau de encore l'an dernier, et je crois qu'il devait être à moins 10, moins 11. Voilà, les meilleurs sont à ce niveau-là, généralement. Moins 8, c'est encore élite, hein, c'est clairement tout en haut. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais justement, mon point, c'était ça. Pour moi, le problème n'est pas Brook Lopez. En tout cas, pas quand il est mis en edge. Quand tu lui demandes de faire des edge dans le périmètre, bon, ça marche pas. Ou de faire des switches, ça marche pas. Comme on a vu aussi en playoff, parfois, Bud essayer de le faire switcher, contre Toronto 2019, etc. Bon, ça marche pas. Ça fonctionne pas, ouais. Ok, non. mais je pense qu'il est encore très bon en drop. Et le problème, c'est ce qu'il y a autour, en fait. Pour moi, c'est ce qu'il y a autour. Et j'ai fait un podcast il y a quelques semaines sur est-ce qu'il faut encore un bon pivot pour défendre un NBA. Oui. C'était en fait une manière de dire, aujourd'hui, de plus en plus, c'est pas qu'il y a de moins en moins de pivots transcendants en défense, mais par contre, quel est le secret? C'est que dans une NBA où il y a de plus en plus d'espace à gérer, l'importance, non pas du pivot, mais du supporting cast, en fait, et de ta densité d'aile, elle est de plus en plus grande. Et tu regardes la corrélation entre les défenses d'élite et les équipes qui ont une escouade d'ailiers défensifs de haut niveau, elle est de plus en plus grande, en fait. T'as même des défenses qui sont élites sans pivot. Et je pense que Milwaukee, le problème, c'est ça. Parce que, pour moi, Brook Lopez est encore parmi les 5 meilleurs défenseurs intérieurs du NBA en termes de protection de panier. Donc, si tu le remets en drop, il n'y a pas de souci. Le problème, pour moi, c'est ce qu'il y a autour, en fait. C'est l'escouade d'ailier et de périmètre, plus généralement, qui, encore une fois, hormis Giannis, c'est pas top, quoi. Entre Lillard, entre Malik Beasley, qui est assez petit, entre Middleton, qui bouge plus beaucoup, entre Jake Crowder, qui a pas beaucoup joué en début de saison, notamment sur cette période avec Griffin, etc., etc. Pour moi, c'est là que ça pêche. C'est ce côté où t'as plus autant l'activité d'élite que tu pouvais avoir avant, parce que Middleton était plus jeune, parce que t'avais Jrue Holiday, évidemment. Donc pour moi, on perd ça, en fait. On perd le côté, la qualité des stunts, on perd la qualité des rotations. Il y a plein de fois où tu vois Lillard qui fait pas la rotation au panier ou qui fait pas la rotation vers le shooter dans le corner. Et je prends Lillard, mais pareil pour Middleton, pareil pour Beasley, etc., etc. Donc pour moi, c'est ça. Le problème, c'est pas Lopez dans cette défense, c'est ce qu'il y a autour, en fait. Et on s'en est pas rendu compte au fil des années, mais on a eu un appauvrissement de la qualité de l'escouade de périmètre qui a été assez grande, finalement, et c'est surtout ça le problème, à mon avis, quoi. C'est vrai que c'est problématique et c'est vrai que tu te dis que tu peux quand même avoir par exemple le modèle Pelicans où on a des ailiers très très longs et très athlétiques qui permettent, même si eux justement c'est tout le contraire, hein, c'est-à-dire que eux quand tu arrives jusqu'au cercle, il y a peu de résistance, mais il faut quand même y arriver à cause des longs bras et des qualités athlétiques qu'il y a par rapport aux joueurs qui sont sur le périmètre. Là où par exemple du côté de Lopez, lui il est élite pour éviter que les choses arrivent au niveau du panier. Sauf que il y a une grande capacité des équipes adverses à aller dans cette zone-là parce que, comme tu disais, hein, la notion de playmaking, pas de playmaking, mais la notion d'activité loin du ballon défensivement à l'aile est quelque chose qui pêche, quoi. Et même, enfin, de point de vue athlétique. Et c'est dommage, tu vois, qu'un gars comme Marjon Beauchamp, qui a le profil athlétique pour faire ça, ne soit pas bon là-dedans. Hein. Lui, ça doit être l'un des pires joueurs que j'ai vu cette année, notamment pour naviguer à travers les écrans quand il était sur le terrain. Enfin, très, très, très mauvais à ça. Et par exemple, on en reparlera peut-être après, mais tu vois, André Jackson, il y a peut-être quelque chose qui peut se dégager avec lui. Qui est déjà un petit peu plus athlétique et un petit peu plus alerte, en tout cas dans cette équipe-là. Donc bon, on y reviendra peut-être après. Et tu vois là, par rapport à Brook Lopez, là on a parlé que de l'aspect défensif, mais c'est vrai que voilà, on l'oublie avec ce qui est important dans le profil de Brook Lopez, parce que si tu décides de t'en séparer, il y a aussi la notion de 3 points. Hein. C'est le deuxième, c'est le deuxième intérieur qui a mis le plus de 3 points, enfin le deuxième pivot qui a mis le plus de 3 points cette saison derrière Naz Reid, et il est quand même aussi, et il est 4e, tu vois, au block rate quand tu prends derrière Chet, Victor et Gafford. Donc c'est un combo qui est vraiment très très difficile à remplacer. Mais j'ai des propositions, potentiellement. Donc voilà, on parlait de la notion de... Ça va être un contrat de 23 millions expirant. Donc par rapport aux contraintes des Bucks, ils ne peuvent pas récupérer plus d'argent qu'ils envoient, et ils ne peuvent pas agréger des joueurs parce qu'ils sont au-dessus de la seconde apron. Par contre, ils peuvent récupérer plusieurs salaires contre un salaire. Donc ça, c'est possible. Eux, ils peuvent pas le faire, mais ils peuvent récupérer ça. Donc moi, j'ai deux options potentiellement qui pourraient être intéressantes. Alors, ce serait à Orlando contre un combo Harris Bitadze, ça passe.
Et là où tu aurais Orlando, par exemple, qui ferait de Brook Lopez un peu son nouveau Al Horford, hein, un peu son nouveau Al Horford. Et les Bucks, ça leur permettrait de aussi faire bouger l'argent, puisque Harris, c'est un contrat qui court jusqu'à l'an prochain, et Bitadze aussi, comme ça, ils perdent pas l'argent, hein, comme si c'est passé avec, avec Chris Paul, par exemple. Et tu peux aller peut-être du côté des Pistons. Moi, c'est un peu moins reluisant, mais tu vois, avoir un combo Isaiah Stewart et Simone Fontecchio, par exemple, où les Pistons verraient Lopez comme voilà l'occasion d'offrir du spacing à Kate Cunningham et un joueur défensif, et permettrait aussi potentiellement à Duren d'apprendre aussi le métier défensif, puisque vous en aviez parlé d'ailleurs avec Rafa. Duren défensivement, voilà, ça c'est pas aussi bon que ses capacités physiques laissent penser. Pas encore, en tout cas, on peut dire. Voilà, pas encore, c'est ça. Et pour les Bucks, t'as ce spacing théorique et un joueur solide défensivement à l'aile qui tient avec Fontecchio. Qu'est-ce que tu penses de ces deux propositions? Alors, c'est pas mal. En plus, tu me prends par les sentiments, parce que moi, Goga Bitadze, tu sais que moi, j'adore. Goga Bitadze, pour moi, c'est un pivot titulaire. Enfin, tu peux lui donner, il peut être un bon titulaire NBA. Et ouais, clairement, c'est une option excellentissime. Alors, rappelle la règle, c'est que en plus, parmi les restrictions de dépasser le cap, ils peuvent pas échanger Brook Lopez avec quelqu'un d'autre, c'est ça? Non, ils peuvent pas échanger Brook Lopez avec quelqu'un d'autre. D'accord, mais ils peuvent recevoir plusieurs joueurs en échange, par contre. C'est ça, ouais, c'est ça. Okay. Le seul moyen, en fait, si tu veux, entre guillemets, faire passer Brook Lopez avec quelqu'un d'autre, en gros, faut que tu fasses un premier trade où tu as une équipe qui peut ingérer Brook Lopez contre une trade exception, et après, tu peux faire un deuxième trade, mais il faut que tu sois encore en dessous de la seconde approche. Parce que sinon, tu peux pas, tu es bloqué. Il faut que tu aies soit Tom, soit Antoine Tartrou dans ton front office pour comprendre ces règles. sinon, je comprends, c'est pas possible. Mais non, mais voilà, moi, c'est effectivement, je pense qu'il y a aussi un côté où ils l'ont re-signé parce que j'ai un peu l'impression d'une fin de cycle, mais pas fin de cycle, les Bucks vont être nuls, mais un peu un côté, allez, on a re-signé Middleton, on a re-signé Lopez parce qu'ils sont encore bons, et que voilà, il y a ce noyau dur. On peut pas se permettre de les perdre maintenant. En plus, exactement. En plus, comme dit aussi, au moment où tu le re-signes, t'es dans le cycle avec Jean Holiday en plus, tu sais pas que t'as Lillard. Mais peut-être qu'il y a une nouvelle identité qui doit émerger. Peut-être que tu vas faire le compromis de dire bon, tant pis, on abandonne sa défense pour un encore meilleur attaquant, peut-être, quitte à ce qu'on ait une défense un peu moins bonne, mais si on peut aussi avoir déverrouillé un potentiel offensif tellement plus grand aussi, avec ce pick and roll Lillard-Giannis en termes de point focal de l'attaque. Je sais pas trop, mais en tout cas, par rapport à ce bilan 2024 qu'on fait aujourd'hui, je pense pas que ce soit un problème encore, Lopez. Je pense que il a été mal utilisé en fait sur des edges, et donc oui, à ce moment-là, bah ouais, tu t'as pas le même rendement, mais ça veut pas dire que lui est moins bon. D'ailleurs, comme tu dis, les chiffres individualisés de défense au panier, quand il défend des tirs, il est encore très bon quand il est mis dans les bonnes conditions. Donc c'est juste qu'il n'était pas souvent autour du panier en début de saison. Donc ça a été un peu ça le problème. C'est ça, en début de saison en tout cas, ouais. Et même par rapport au profil de tir, tu as décrit le fait de concéder beaucoup de... Voilà, souffrir face à Jalen Brunson, ça me rappelle le match de Noël, allez le revoir si ça vous dit. mais oui, le défaut du drop, entre guillemets défaut, c'est que tu concèdes ce genre de tir dans la mi-distance. Mais en même temps, c'est aussi tout le but. C'est parce que tu verrouilles le panier. Donc tu incites l'adversaire à prendre des tirs moins rentables un peu plus loin du panier plutôt que d'aller au panier. Et sauf que pour que ça marche, on fait souvent le raccourci, tout dépend du pivot. Mais en fait, il y a aussi le premier rideau. Et à quel point est-ce que le mi-distance est ouvert ou pas? Parce que tout part de là, en fait. Ce côté, à la base, avec Budenholzer, c'était Bledsoe qui faisait ça, cette navigation d'écran, qui faisait que, le mec, il voit que Brook Lopez est plus bas sur le pick and roll. Donc il se dit, tiens, je suis un peu ouvert. Mais en fait, non, parce qu'il y a le contest, le review contest, comme on dit, donc le contest dans le rétroviseur. À l'époque, c'était donc Bledsoe, mais ensuite, ça a été Jean Holiday. Voilà, ce côté... et Carter aussi, ouais. Carter, Javon Carter, même, tu vois, même Pat Connaughton, où sont plutôt pas mal là-dessus, mais Lillard, il est pas top là-dedans. Et puis, il y a un autre élément, pour moi, qui était très fort dans cette identité défensive des Bucks, c'est que il y avait un drop, ok, mais il y avait aussi beaucoup de stunts hyper agressifs, qui venaient un peu gêner le porteur de balle, gêner le drive un peu tout le temps. Et donc, un stunt, c'est, je suis dans l'aile et je viens agressivement gêner, et puis ensuite, je reviens vers mon shooter, par exemple, quitte même à consigner un shoot, mais au moins, tu viens gêner et boucher l'espace à l'intérieur. Et là, comme dit, quand tu as une escouade de périmètre qui est plus aussi bonne qu'avant, ça, c'est des petits détails qui n'en sont pas, justement. Et donc, donc le schéma est le même et se fait punir de la même manière, mais sauf qu'en fait, non, parce que, ok, tu concèdes un peu des tirs dans la mi-distance, mais sauf qu'avant, c'était quand même plus compliqué pour l'adversaire de les mettre ou de les prendre même. Et sauf qu'aujourd'hui, voilà, tout a un peu changé. Donc, à suivre, effectivement, pour le futur, mais
pour moi, c'est ce qui a manqué. C'est surtout ça que je voulais dire, c'est que je pense pas qu'on a eu un Brook Lopez beaucoup moins bon défensivement. Je pense juste qu'il a été mal optimisé et mal entouré, donc forcément, ça donne des résultats un peu décevants. Donc ça c'était ta 3e stat du jour, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc on peut enchaîner avec la mienne, vers laquelle je vais partir. Je crois qu'on est un peu obligé d'ouvrir le dossier, allant sur 1,25. 1,25, ma 3e stat du jour, c'est les points par tir de Lillard sur des tirs en fin de drive. Et alors qu'est-ce que ça veut dire, cette efficacité en fin de drive, 1,25 points par tir? Parmi les drivers à plus de 10 drives par match, eh bien, Tom, c'était le 10e plus efficace de NBA. 10e sur 57 joueurs, donc 57 gros drivers. Et donc, pourquoi je dis ça? Et c'est pas si mal que ça. Hein. C'est pas si mal que ça encore. Donc top 10 en termes d'efficacité sur les gros drivers en fin de drive. Voilà, on n'a pas du tout un effondrement parce que je dis ça parce que son efficacité générale, elle a beaucoup plongé. En fait, elle a plongé de plus 11% par rapport à la moyenne, ce qui est fantastique, un score de superstar. C'est incroyable. Absolument incroyable pour son volume. De plus 11 à plus 2% à peine, qui est beaucoup plus banal et qui n'est pas du tout les standards du Lillard qu'on connaît. Et donc pour ça que je voulais un peu m'intéresser aux détails. Et on voit que sur Drive, en fait, il est encore élite. Hein. Il est encore top 10. Alors, la différence tout de même, c'est que il est encore élite, mais l'an dernier, en fait, il était premier. L'an dernier, il était premier parmi les gros volumes avec une saison extraordinaire. Il était à 1,38 points par tir sur les tirs en fin de drive. Alors, les points par tir, c'est efficacité plus lancer franc. Hein, la productivité globale, tout mis ensemble. Donc, en effet, il est encore élite, mais effectivement, il a perdu de 1,38 à 1,25. Donc, petite perte de ce côté-là, mais surtout perte au niveau des longs tirs de points, où il est passé de élite 51% sur les longs tirs de points, ce qui est fantastique. C'est pas tenable, ça. Oui, voilà, c'était pas forcément tenable. Exactement. Mais donc il est passé de élite à seulement 40, ce qui est bien, mais voilà, il y a une perte ici aussi. Les 3 points de 37 à 35, mais là encore, comme il en prend beaucoup, ça affecte finalement. Donc il y a ça, et puis les short mi-distance aussi. Donc la zone des flotteurs, qui parfois sont des flotteurs, mais parfois peuvent être des jump shots un peu pour lui. Il est passé de 47 à 37. Donc là encore, une énorme perte d'efficacité, ce qui fait que, en effet, on a cette perte globale. Et je voulais un peu parler de ça et notamment mettre en lumière un peu le drive parce que je suis pas sûr qu'on soit encore au point de parler de déclin ou même de se poser la question parce qu'il y a eu déjà un échange. Donc changement de contexte avec, on a vu que il a divorcé aussi cette année en plus de l'échange. Ça devait pas être facile, il en a parlé, etc. Donc je peux comprendre qu'il y ait un peu un hors-terrain qui soit venu altérer tout ça, on va dire. Plus le fait que il a que 33 ans, plus le fait que tu vois le déclin au niveau des drives, il est pas si génial que ça, quoi. C'est pas énorme, il est encore top 10 NBA comme dit, devant plein de joueurs, on va pas dire les noms pour les familles, mais devant plein d'autres stars. Voilà, et comme le drive est un peu le facteur premier où on voit le déclin physique notamment, on le verrait ici. Le shoot il se maintient, mais on le verrait ici le déclin. Et donc là on le voit pas trop. Donc je pense qu'on est pas forcément, même pas du tout sur un déclin. Je voulais surtout dire ça pour dire que c'est une mauvaise année, certes, et ça on doit le dire dans le bilan 2024, mais je serais étonné qu'on ne retrouve pas les standards d'efficacité de plus 5, plus 7, plus 10%, comme on l'a connu depuis son prime en fait. Après, c'est vrai que moi, je suis assez d'accord avec toi, mais je trouve qu'il y a quand même une petite alerte, tu vois, quand tu vois notamment par rapport au pourcentage de tirs qui sont pris au cercle. C'est la première fois qu'il est en dessous des 30% en carrière. Donc là, il a 27% de tirs qui sont pris au cercle. Et cette année, tu vois, visuellement, je trouve que il a beaucoup cherché la faute. Alors peut-être que c'est, je sais pas, je me dis peut-être que c'est un manque de confiance et qu'il se disait qu'il allait pas forcément finir, donc il allait beaucoup chercher la faute. Et quand tu vois, on prend le détail par rapport au True Shooting Plus, on voit qu'il a par exemple 93 de FG+. Donc en gros, c'est vraiment les lancers francs qui le font remonter, qui le font remonter au-dessus de la moyenne. Donc c'est vrai qu'il y a encore il y a ce petit déclin par rapport à l'an dernier sur les drives, même s'il reste élite. Mais je trouve qu'il y a quand même une petite alerte. Et après, je pense que c'est aussi une alerte qui est due du point de vue système, puisque tu vois, cette année, Lillard, j'ai trouvé qu'il a eu moins de pick and roll très haut, ou vraiment high pick and roll. Et pour moi, ça lui a empêché deux choses. La première chose, c'est déjà pour les pull-ups.
d'avoir un petit peu plus de pull-up, et on a vu qu'il a été obligé de prendre un petit peu plus de tirs à mi-distance, puisque les pick and roll, dans la plupart des cas, étaient un petit peu plus près en fait de la ligne à 3 points. Donc une fois que tu passes, t'es déjà dedans, et après t'as peut-être moins de vitesse pour arriver au cercle. Et ça aussi la deuxième chose, c'est que le fait de prendre des pick and roll moins haut, t'as aussi moins de vitesse pour plonger et arriver au niveau du cercle. Donc tu dois soit t'adapter et prendre un flotteur, ou devoir chercher la faute mais prendre des tirs qui sont un petit peu plus compliqués, quoi. Donc je pense que c'est les deux facteurs aussi qui peuvent contribuer au fait qu'il ait pris moins de tirs au cercle cette saison. Effectivement, c'était un peu ma seule nuance. C'est que, tu vois, on a parlé un peu dans un épisode récent de Curry, Stephen Curry. Oui, où, oui. Lui, il est plus vieux, donc quand on note un déclin du drive pour un mec aussi vieux que Curry, moi je me dis, peut-être qu'il y a un truc, on se pose la question, mais la différence c'est que Curry ne s'est jamais reposé non plus, peut-être pour ça qu'il a duré plus longtemps, il est beaucoup plus vieux, hein. Enfin il est plus vieux en tout cas. Il est plus grand aussi. Et il est plus grand, et justement il s'est jamais appuyé sur l'explosivité. Donc c'est peut-être ma seule interrogation, mais là encore, de suite je dis que moi je m'attends à ce qu'il retrouve un niveau normal sur les 2-3 prochaines années. Mais il y a un peu ce côté où, il a 33 ans, et c'est vrai que lui, Lillard, s'appuie beaucoup sur le premier pas. Il a toujours eu un premier pas très rapide et très explosif. Donc, c'est ça. À quel point, tu vois, le Curry, c'est clairement de la puissance par rapport à son gabarit. Il a énormément pris en puissance depuis 10 ans, en fait. Hein. Et puis, du contrôle, du dribble, etc. Donc, finalement, oui, il est moins rapide qu'avant, mais en fait, il va toujours au panier. Et puis, le toucher de balle, etc. C'est vrai que Lillard s'appuyait beaucoup sur ce côté premier pas, explosivité depuis toujours. Peut-être que ça pourra affecter plus rapidement qu'un autre. Mais encore une fois, je répète que je m'inquiète pas trop. Et comme dit, il a quoi ? Il a 35% à 3 points. C'est un peu ça l'anomalie, hein, pour le coup. C'est un peu ça. On sait que lui, c'est un shooter qui est vraiment d'élite, quoi. Alors, il a gagné le concours à 3 points en plus, hein, cette saison. Il a gagné le concours à 3 points cette saison en plus. Là, t'aurais pu me faire un quiz, je crois que j'aurais été incapable de le dire. Du SG, ouais. Alors là, je suis à la masse sur le Star Game, tu sais, Tom. Mais non, pour un mec qui a autant de volume à 3 points, quand tu fais une mauvaise année, ça va affecter l'efficacité générale, en fait. Hein. Tu vois, s'il était de 35 à 37% à 3 points, sans doute que son efficacité générale, serait pas à plus 2%, mais peut-être déjà à plus 5, plus 6, tu vois. Alors, j'ai pas fait les maths exactement, mais c'est peut-être ça, et on serait moins inquiet, quoi. Mais voilà, je pense qu'il y a un mix de tout. Je pense que collectivement aussi, comme tu commençais à le dire, je reste un peu sur ma faim aussi, tactiquement, de ce qu'on pouvait proposer avec lui, en un sens. Et d'un côté, il a été un peu... De suite, on a vu qu'il a amené ce qui manquait aux Bucks, c'est-à-dire un porteur de balle d'élite, dès le premier match, hein, contre les Sixers, premier ou deuxième, je sais plus. Oui. Mais, voilà, oui, fin de match, fin de match, il faut un porteur de balle. Ah bah tiens, c'est plus Giannis. On a Lillard. On a Lillard, quoi. Ça change tout. Et non, mais il y a ça, il y a aussi ce qu'on n'a pas trop vu, c'est le pick and roll avec Giannis, le pick and roll Lillard-Giannis. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais c'est vrai que tactiquement, je pense qu'on aurait pu encore faire plus par rapport à cette optimisation qui était peut-être à son paroxysme aux Blazers, parce qu'il y avait que lui, donc on l'a mis dans du bon spacing, et puis il avait tous les ballons, et puis on faisait tout pour lui. C'est vrai qu'on peut aussi attendre d'une part un retour en forme l'an prochain, retour en forme physique, dans sa vie, peut-être un peu mieux, etc. Et puis de l'autre côté, peut-être que tactiquement, on peut aussi l'aider un peu plus. C'est ça. C'est vrai que tu vois, d'un point de vue théorique, tu te dis Lillard Giannis sur le pick and roll, oui. Tu te dis c'est un combo dévastateur, et c'est vrai qu'on a vu que sur la pratique c'était pas si évident que ça. Déjà par rapport à Lillard, je pense que c'est la première fois aussi qu'il a une telle menace. Et, tu vois, par exemple, Lillard, c'est pas un joueur c'est pas un joueur de lob. Non. Il envoie pas trop de lob pass, Lillard, et il utilise surtout le pick and roll pour scorer, pas forcément pour générer des avantages. Et je trouve que voilà, il a subi un peu l'adaptation avec Giannis. Et puis même sur le jeu, je trouve que tu vois, Giannis, par rapport au jeu de Lillard, c'est pas un si bon porteur d'écran que ça. Tu vois, je trouve que des fois il reste pas assez peut-être pour bien poser l'écran, il est tout de suite voilà. Donc je pense que ce sont des petites adaptations, mais je pense que tu vois là ils auront littéralement toute l'intersaison. Maintenant ils savent en fait qu'ils vont jouer ensemble, c'est-à-dire que je pense que les deux ont été surpris, et c'est vrai que d'un point de vue théorique on s'est dit ça va marcher, mais c'est vrai que sur la pratique il faut quand même créer une certaine alchimie, sachant que tu vois Giannis, il a jamais eu de porteur de balle capable avec une telle panoplie offensive après le pick and roll que Lillard. Donc lui aussi, il doit se réadapter sur les angles d'écran qu'il va proposer, la hauteur des écrans qu'il peut proposer aussi pour permettre à Lillard d'être un petit peu plus confortable. Et je pense que voilà, il y aura un gros travail à faire entre ces deux-là pour vraiment déclencher. Mais c'est vrai que s'ils arrivent à débloquer ça, voilà, c'est fini. Hein. Offensivement, ce sera dur à arrêter, surtout avec ce qu'il y a autour.
C'est un peu ça. Il y a un peu ce côté où on avait fait la théorie qui était à peu près parfaite parce que, en fait, avec deux superstars offensifs comme ça, sur le pick and roll, qu'est-ce que tu fais? Si tu mets deux sur le ballon parce que tu mets la pression sur Lillard pour l'empêcher de shooter, ça fait que t'as un attaquant dévastateur qui peut plonger au panier un peu libre, quoi. Forcément, t'as deux sur Lillard, t'as Giannis qui est libre. Si tu fais un drop pour essayer de contrôler un peu Giannis, t'as Lillard qui a un peu trop d'espace et donc il peut dégainer le pull-up, etc. Ensuite, tu peux faire un pick and roll et un pick and roll inversé aussi, c'est-à-dire Giannis en porteur de balle et puis un shooter comme Lillard. Les shooters sont les meilleurs poseurs d'écran qui existent, parce qu'il y a cette menace et donc parfois le défenseur du poseur d'écran ne veut pas, reste accroché au shooter comme c'est le cas avec Curry par exemple, mais Lillard c'est un peu pareil et donc ça libère des drives ou alors on met la pression sur Giannis et donc ça libère le pick and pop, etc. On a fait des caisses et c'est normal parce que dans la théorie c'est fabuleux. Mais c'est vrai que dans la pratique, pour moi, il y a deux problèmes. Il y a, comme tu dis, eux en soi. C'est-à-dire que la pose d'écran de Giannis, et d'ailleurs, il y avait une excellente vidéo de je ne sais plus qui, je ne sais pas si c'est Hoop Vision, ou alors si c'est Daniel Lee. C'est peut-être Daniel Lee sur YouTube, allez voir Daniel Lee qui fait des très bonnes vidéos, qui détaillait un peu tout ça, tout ce que tu dis, en fait, ce côté pose d'écran, et il montre concrètement des actions où, regardez, le décalage n'est pas créé parce que l'écran n'est pas bien posé, etc. Donc il n'y a pas autant d'automatisme, premièrement, sur eux, sur l'exécution en soi, on va dire. Et le deuxième aspect, pour moi, c'est qu'on a peut-être sous-estimé comment est-ce que tu animes autour ce pick and roll. Et c'est vrai que les Bucks, tu vois, on parlait de dynamisme et de mouvement défensif, mais c'est vrai qu'offensivement non plus, c'était pas la folie. Et donc, à quel point aussi, est-ce qu'avec Lopez, c'est un shooter, mais c'est un shooter plutôt statique. Et puis, Jay Crowder, c'est un peu pareil. Et puis, Middleton, ça bouge plus beaucoup non plus actuellement. Bref, à quel point aussi, est-ce que ce manque de mouvement autour du pick and roll ne fait pas qu'il n'y avait pas un côté, le pick and roll en soi est mal animé, et ça j'avoue que moi je pensais que ça passerait, c'est un peu moins passé que prévu. Je rends hommage à Antoine, encore une fois Antoine Tartot, qui lui avait un peu soulevé ce point de le pick and roll, ok, mais comment est-ce que tu l'animes autour, ça peut être important, et en effet on a vu ça. Donc voilà, après je pense tout de même que le potentiel est encore là, c'est juste, entre guillemets, juste qu'il faut travailler un peu pour le déverrouiller, ce potentiel, mais je pense qu'il est là, et je pense qu'avec un meilleur casting autour et qu'il y a de meilleurs automatismes et en le travaillant, ça peut venir, et si c'est le cas, on peut avoir affaire à une des meilleures armes nucléaires offensives de ces dernières années depuis Curry Durant, quoi. C'est ça. C'est vrai que le pick and roll, en tout cas quand ils ont pu le jouer, il était souvent très frontal. Et il n'y avait pas déjà un premier décalage qui faisait que ils étaient déjà lancés pour compromettre un petit peu plus la défense. C'est-à-dire que c'est l'action qui allait créer le décalage, mais en fait, ils s'en servaient pas, ils utilisaient pas des leurres au préalable pour que cette action-là soit assez dévastatrice. Du moins pas assez. Ouais. Oui, puis tu vois, tu parles de ça, tu peux les faire arriver lancés, tu peux aussi faire des sorties d'écran. Ça fonctionne pareil, juste Lillard off-ball qui utilise un écran de Giannis, il y a déjà un peu plus de mouvement et tu te retrouves sur la même problématique de est-ce qu'on monte sur Lillard, est-ce qu'on va sur Giannis, etc. Mais on pourrait avoir une meilleure, un peu mieux. D'ailleurs, on est rassuré parce que Doc Rivers est connu pour être un excellent tacticien, Tom, donc ça. Non, mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est intéressant parce que c'est vrai que Lillard, quand il court sur le terrain, même malgré les pourcentages, il est gardé de face. Ouais. Ah oui. Il est gardé de face. C'est ce qu'on dit toujours, pourcentage n'est pas spacing. Spacing, c'est l'historique aussi. C'est la gravité et l'historique. Et donc, tu peux être un mec qui fait une saison à 40%, Lou Dort, et t'es pas respecté. Et tu peux être à 35 comme Lillard, mais comme on sait que t'es capable d'en mettre, on te respecte tout de même. Mais voilà, c'est un peu le première année, on va dire, le bilan un peu contrasté par rapport à Lillard. Cela dit, il est très bas par rapport à ses standards. Ça reste, je pense, assez facilement top 20, top 25 NBA. J'hésite parce que Oui, je pense largement. Après, c'est vrai que, tu vois, encore une fois, quand tu prends son adresse, alors oui, il y a la baisse au niveau du pourcentage à 3 points, mais c'est surtout sur le catch and shoot. Tu vois, il a plus de 200 tentatives sur le catch and shoot et il est à 49% de FG, ce qui est, c'est assez faible. Ouais, effectivement. Mais bon, on verra. On suivra tout ça. En tout cas, sur le bilan qu'on fait de cette année, on s'attendait à plus, parce qu'il peut y avoir plus. Il peut encore y avoir plus. Mais voilà, pour l'instant, on l'a pas encore eu. Ça reste une des pistes pour l'an prochain. Ok, donc voilà pour le dossier Lillard et ce pick and roll, mais surtout le dossier Lillard. Donc on peut avancer. Quelle est ta quatrième stat du jour à nous proposer pour ces Milwaukee Bucks 2024 ? Alors, ma quatrième stat,
Ça va être 31,7. 31,7, c'est l'âge moyen des top 10 temps de jeu hors Giannis cette saison pour les Bucks. Aïe, aïe. Est-ce que c'est beaucoup ou pas? Voilà, comme tu dis, c'est beaucoup, et c'est peut-être beaucoup trop. Et comme tu disais, l'un des problèmes de Doc Rivers, c'est que voilà, les jeunes ne jouent pas beaucoup sous Doc Rivers, alors parce que c'est un coach qui peut-être ne tolère pas les erreurs. On sait que les jeunes joueurs sont à même de scrub des plays, on va dire de faire échouer des play calls. Ouais. Et les coachs n'aiment pas ça globalement. Des erreurs mentales ou des brain farts ou des voilà, des choses comme ça. Donc voilà, les coachs n'aiment pas ça, donc ils donnent pas primauté aux jeunes, sauf que ils vont être obligés de rajeunir l'effectif autour de Giannis si ils veulent pouvoir continuer à lui proposer quelque chose de compétitif sur le long terme. Et je pense qu'il y a une autre stat qui peut être reléguée à ça, c'est 9, c'est le nombre de défaites des Bucks face au bottom 10. Ah oui. Au net rating. Ils ont perdu, tu vois, plusieurs fois ils ont perdu contre Portland, plusieurs fois contre Memphis, plusieurs fois contre Utah, contre Toronto, contre Washington. Et on sait que voilà, les équipes qui sont un peu âgées, qui se pacent, entre guillemets, pendant la saison régulière, tu peux avoir des défaites un peu comme ça où c'est inexplicable, où c'est juste un jour où l'équipe ne répondait pas, où ils ont pris le match par-dessus la jambe. Et peut-être qu'à la fin de la saison, ça peut faire la différence entre l'avantage du terrain sur tous les playoffs et l'avantage du terrain sur une ou deux séries. Ouais. Non, mais clairement, alors moi j'avais aussi un chiffre là-dessus, je peux le donner comme ça, on continue d'en parler. Si j'arrive à le retrouver, moi c'était 71 et 134. Ouais. 71 et 134, c'est les minutes totales de Marjon Beauchamp et André Jackson post-arrivée de Doc Rivers. Voilà. Ce qui correspond à 5 minutes par match et 7 minutes par match, et encore. Mais tu vois, même au-delà de ça, tu regardes des matchs avant l'arrivée de Doc Rivers, effectivement, il y a des fois, tu vois, ils font 25 minutes, il y a des fois, ils font 36 minutes, il y a des fois, ils font des grands matchs. Il était un peu dans la rotation, hein. Ah, carrément. Et c'est vrai que depuis, ça a un peu disparu, parce que, voilà, peut-être... Bon, Doc Rivers n'aime pas les jeunes, ou en tout cas, peut-être que lui, il jugeait qu'il y avait peut-être une espèce d'urgence, comme tu dis, et de ne pas avoir des erreurs évitables. Même si, bon, à quel point est-ce qu'il n'y a pas un biais là-dessus aussi? Tu vois, à quel point, quand c'est un jeune qui fait une erreur, on dit « Ah, c'est une erreur évitable, il est jeune, il sait pas faire encore, et donc, ah mince, il m'a coûté. » Alors que si c'est Jake Crowder ou Patrick Beverley qui fait l'erreur, on dit « Ah mince, bon, c'est une erreur, ça arrive, quoi. » Tu vois, je sais pas à quel point il y a peut-être un biais par rapport à la jeunesse, bon, je sais pas, mais en tout cas, voilà, temps de jeu très très faible des jeunes là-dessus. Et ça rejoint un peu aussi cet aspect de manque de dynamisme pour moi, parce que ça, c'est peut-être un aspect où était pas mal. Ces deux jeunes-là, c'est que bon, c'était deux qui étaient surtout pour la défense, pour le coup, de défense au point d'attaque même. Oui. Mais oui. Ça amenait un peu de mouvement, quoi, ça bougeait un peu plus en tout cas que l'effectif qu'on a eu après. Et c'est vrai que moi, tu parles d'âge, ça fait aussi partie un peu de mes deux déceptions pour cette année des Bucks, c'est que les jeunes ont quand même moins joué sur la deuxième partie de saison. C'est dommage. Ouais. C'est Rivers, hein. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Mais alors, j'ai vu que depuis, Pat Beverley est parti, hein, je crois. Il est parti en Europe. Oui, il est parti. Bêtises. Ouais. Mais bon, ouais, c'est un peu décevant parce que, alors, t'as commencé un peu à parler de Marjon Beauchamp tout à l'heure. Bon, Beauchamp, il a 24 ans, bientôt 24 ans. Alors que il a été drafté il y a 2 ans à peine, hein, il a été drafté un peu tard. Oui, c'est ça, il était dans l'Ignite. C'est ça, un parcours un peu particulier, lui, pour le coup, Marjon Beauchamp. Mais pour moi, la question, c'est aussi la question du jump shot, potentiellement, qui est un peu le point de bascule, hein, évidemment. Oui. Mais si on a un jump shot de qualité, on peut avoir un 3&D, mais ça n'a pas totalement été le cas non plus, peut-être. Et puis André Jackson, qui lui est plus jeune et peut-être un peu plus de potentiel, pour le coup. Oui, je trouve. Même si, bon, 3 points, le 3 points pour l'instant, ça n'a pas l'air top non plus. 3 ans de NCAA, il est à 29% à la fac. Ouais. Mais voilà, un côté hyper explosif, lui, plus explosif que costaud, alors que Beauchamp, c'est plus costaud, grand, long, solide. Ouais. Jackson, c'est beaucoup plus explosif. Tu sais, il y a les fameux dunks contre Sacramento, donc. Ah oui, la claquette, il monte, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, explosivité, j'espère que le dribble va un peu se développer pour déverrouiller un peu tout l'aspect de son jeu, parce que je pense que c'est un joueur assez intelligent, qui a un sens pour le jeu, etc. Et d'ailleurs, il a fait 3 ans à UConn. Tu sais, la fameuse attaque de UConn, hyper huilée, la meilleure de NCAA, etc. Donc, ouais, assez déçu pour les deux cas. Tu commençais à dire que Marjon Beauchamp t'avait un peu déçu navigation d'écran, c'est ça?
Oui, c'est ça. Moi, je suis un peu déçu. En tout cas, quand on compare les deux défensivement, et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle Andre Jackson, lui, il est resté dans la rotation et Beauchamp a disparu, littéralement, c'est que défensivement, pour moi, il y a pas vraiment photo. Hein. C'est-à-dire que on-ball, Beauchamp, il donne, mais il suffit qu'il prenne un écran, il est perdu, il court un peu partout. C'est assez dommage, quoi, puisque c'est un joueur qui a quand même des bonnes capacités physiques et qui tu vois, sur l'aspect trendy, il y a ni le tree et ni la D de loin. Donc, c'est assez dommage, quoi. Ça me fait penser à James Young, ça. J'aimais beaucoup James Young, qui était un 3D, mais qui n'avait ni le 3 ni la D. James Young de Kentucky. Oui, tout à fait. Ouais. De Kentucky, effectivement. Et tu vois, par rapport à Andre Jackson, moi, juste en face, dans mes notes, j'ai noté Josh Restis. Ah. Bah, c'est plutôt bien, hein, c'est plutôt bien. C'est juste qu'il faut que l'attaque se développe un peu plus. Et voilà, je pense que ça peut être un starter, tu vois, à la Keith Bogans, mais qui peut avoir des minutes après sur le long terme. Notamment parce que c'est quelqu'un qui, défensivement, s'il arrive à faire moins d'erreurs, il y a tellement un besoin de mouvement défensif et de capacité athlétique, il va trouver des minutes. Parce que ils ont besoin de capacité athlétique. Et on l'a vu, tu vois, à la draft aussi, tu vois, ils ont fait des paris où, voilà, ils essayent de prendre des joueurs athlétiques parce qu'ils voient qu'il leur manque des capacités athlétiques en dehors de Giannis. C'est ça, ouais. Mais c'est pour ça que on a été un peu déçus de voir que les deux jeunes qui étaient un peu athlétiques, ils ont moins joué, quoi. C'est un peu décevant. Après, je peux comprendre l'idée. Et en vrai, bon, pour être un peu sérieux 2 secondes, moi, Doc Rivers, je pense pas que ce soit un mauvais coach. Je pense que c'est même plutôt un bon coach de saison régulière. Le problème, c'est que les meilleurs coachs, c'est en playoff et c'est les capacités d'ajustement. Et ça, c'est un truc sur lequel il a toujours été assez mauvais. Soit il tardait trop à s'ajuster, soit il le faisait pas du tout. Et bref, pour moi, c'est un bon coach de saison régulière, modulo une certaine créativité tactique qui n'est pas là. Mais je peux comprendre aussi, tu vois, en deuxième partie de saison, de dire, on a fait un pari sur un coach tactique, mais le vestiaire a été catastrophique. Allez, on va prendre le vétéran, on va prendre le mec qui va être respecté, que ce soit bien ou pas, en tout cas, de facto, ça marche comme ça, qui va être respecté par les superstars parce que c'est un vétéran, un coach qui a roulé sa bosse, qui a été champion avec Kevin Garnett et Paul Pierce et Ray Allen. Voilà, il y avait un peu cette idée, et je la comprends, de dire, allez, on a fait le pari tactique, maintenant, on revient aux bases, on prend un manager, quoi, grosso modo. Et voilà, encore une fois, j'insiste, c'est pas un mauvais coach. C'est pas du tout un mauvais coach. C'est juste, c'est pas un très bon coach. Donc peut-être en termes de créativité tactique ou peut-être de play-off, etc. Ça fera du mal à la fin, mais voilà, ce côté dynamique des jeunes est un peu décevant. Et alors à la draft, ils ont pris qui ? Je l'ai pas noté. Tu disais, ils ont pris des joueurs athlétiques ? Enfin, de ce que j'ai pu lire des profils, hein, en tout cas, il y a un joueur qui a fait débat, puis c'est un joueur qui était en Australie, je crois que c'est Edgy Johnson, je crois qu'il s'appelle. Edgy Johnson, ouais. Ou voilà, qui est un joueur qui a fait polémique, et même en France et aux États-Unis, les gens étaient très surpris par ce choix-là, parce que c'est un joueur qui semble ne pas être prêt du tout dans son jeu, mais voilà, il y a les capacités athlétiques, donc ils ont pris le pari. Ouais. Non, effectivement. Donc voici pour les jeunes, peut-être que ça passera aussi par échanger des vieux contre des plus jeunes. Hein. Contre des jeunes, voilà. Comme on a déjà évoqué. Houston qui aimait bien Brook Lopez, peut-être que voilà, ils peuvent, puisque Houston, il y a une montagne de jeunes, hein, il y a même des jeunes qui sont barrés, peut-être que voilà, ça peut être une option. Ou sinon, les options qu'on a proposées tout à l'heure, hein, où c'était des joueurs jeunes avec qui étaient assez athlétiques aussi. Ouais. Alors, tu penses que Houston, après s'être fait prendre Brook Lopez au dernier moment, ils vont vouloir négocier avec les Bucks ou est-ce qu'il y a encore du ressentiment ? S'ils estiment qu'ils en ont besoin, puisque vous avez très bien parlé par exemple de Jabari Smith, hein, de ses qualités et aussi de quelques-uns de ses défauts. Par exemple, tu vois, ils ont des salaires à mettre pour récupérer un joueur à côté de Jabari Smith, où tu as par exemple, ou à Brook Lopez, par exemple, si tu as Brook Lopez à côté de Sengun, ça peut être intéressant. Hein. Oui, effectivement. Mais voilà, on suivra ça, effectivement. Et donc, où est-ce que je peux aller, moi ? Tiens, je peux enchaîner avec celle-là, parce que c'est un peu dans le thème. Moi, c'était 76. C'était le taux de lancer franc ajusté de notre ami Chris Middleton, justement, ma 4e stat du jour. Bon, c'est pas scandaleux, c'est pas hyper bas, et c'est pas non plus très loin de ses standards habituels, c'est juste qu'on note que ça décline d'année en année, quoi. Et c'est vrai que quand je disais tout à l'heure, quid un peu de son état de santé, c'est pas tant sa disponibilité pour moi que un peu les effets de ses blessures. C'est-à-dire que je trouve qu'on est assez loin du Chris Middleton qu'on a connu avant, même si ça se ressent pas en termes d'efficacité, parce que l'âge avançant. C'est un shotmaker, c'est devenu un shotmaker. Exactement.
c'est devenu un shotmaker, et avec l'âge, le shoot et le shotmaking s'améliorent aussi, hein, puisque c'est un exercice de mémoire gestuelle, donc plus ça avance, plus tu deviens un bon shooter. Donc il arrive un peu à compenser là-dessus, hein, et effectivement, il est très très bon à 3 points et au jump shot. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pris un peu comme prétexte le taux de lancer franc, où il est donc en dessous de la moyenne, hein, pardon, 76 de free throw rate plus, ça veut dire qu'il est 25% presque, 24% en dessous de la moyenne NBA, donc c'est pas top. Et voilà, il y a un peu ce déclin de, c'est pas un gros driver, il va pas, c'était pas de base, mais il est encore moins, il va plus provoquer des fautes, en défense ça bouge plus beaucoup dans l'espace horizontalement. Voilà, il y a un peu cette question du déclin physique également, et ce qui me fait poser un peu la question, mais on a déjà parlé, donc je vais pas développer, mais de ce côté, est-ce qu'on va pas tourner la page en fait, est-ce qu'on va pas repartir sur un nouveau cycle, parce que comme dit Lopez, fin de contrat pour cette année, en l'été prochain, donc peut-être voilà, ce sera la fin de cette ère Brook Lopez, et puis même Middleton, hein, qui donc n'est pas si vieux que ça, mais affecté par les blessures et qui a un gros salaire. Lui, il a encore sous contrat 2025 et une player option pour 2026. Oui. Vu son âge, peut-être qu'il la prendra, sa player option, lui. Je sais pas trop. On verra comment ça se passer. Soit il la prend, ou sinon il peut peut-être décliner pour négocier un deal, un peu comme qu'il avait fait, hein, tu vois, juste l'année dernière où il avait il avait refusé sa player option pour signer un contrat un petit peu plus long avec les Bucks, avec une valeur annuelle un petit peu plus basse. Ouais. Non, mais c'est le shotmaking est toujours là, le shoot est toujours là, même tu vois sur isolation, quand il a l'isolation du 1 contre 1, en fait tu regardes et il fait un jab step et il shoot par-dessus, quoi. C'est un peu... Et il shoot par-dessus, ouais, c'est ça. Il sait faire plus que ça, non, je caricature, mais on est vraiment sur cet aspect-là. Donc voilà, c'était aussi pour parler un peu de Middleton qui est revenu, mais post-blessure, il n'est pas revenu aussi bien qu'avant, quoi, je trouve. On n'a pas retrouvé le Middleton d'avant blessure, notamment. Tu vois, la version 2020 ou 2021 qui était assez fabuleux, un joueur assez sous-coté, alors que extrêmement complet. Pas passeur à gros volume, mais passeur, défenseur aussi, peut-être même sur les années d'encore avant, de haut niveau. Voilà. Là, plus ça va, plus on se retrouve avec un mec qui est surtout un shooter d'élite, et ça, c'est clair. Mais voilà, avec ce nouveau peut-être il y a un nouveau cycle qui va s'ouvrir, surtout Giannis et Lillard. Je sais pas qu'est-ce qui va en être de Lopez et de Middleton, en tout cas. Ouais, mais ça fait partie des interrogations. Peut-être qu'on fera le bilan 2025 l'été prochain avec un effectif totalement différent, quoi. Je sais pas. Il y a beaucoup moins de diversité sur le jeu de Middleton, hein, où voilà, il y a, comme tu dis, il y a moins de mouvements. Par contre, voilà, le toucher, ouais. Le toucher de Chris Middleton, voilà, c'est très fort, hein, et malheureusement, en fait, aujourd'hui, on a l'impression qu'il est littéralement totalement dépendant du shotmaking. Tu vois, un peu comme Kevin Durant, où il est tellement fort au niveau du shotmaking qu'on se rend pas compte que la façon dont il prend les tirs change. Ou ouais. Tu vois, Kevin Durant, il shoot beaucoup plus par-dessus qu'il va driver ou faire des choses comme ça, quoi. Et en fait, tant que le niveau d'efficacité et reste aussi points au-dessus de la moyenne, hein, puisque voilà, sur du mi-distance, Middleton encore cette saison, il est encore létal. Sur le jeu en pull-up, il est létal aussi. Mais tant que voilà, il perd pas l'efficacité là-dessus, ça va aller. Par contre, à partir du moment où il va passer de super élite à juste bon, là, on va avoir un gros déclin dans sa capacité à porter. Ouais. Non, mais effectivement. Après, tu vois, s'il est re-signé, s'il décline la player option et qu'il est re-signé pour la suite, mais pour moins cher, ça me dérange pas du tout, même. Ouais. Ce serait plutôt bien, quoi. Oui, notamment dans un rôle, par exemple, on l'a vu, tu vois, sur les playoffs où il jouait, entre guillemets, 3 titulaires et aussi meneur backup. Ça peut être un futur, peut-être meneur backup comme ça contre les secondes unités à intégrer, quoi. Oui, parce que ce côté un peu point forward, il a pu le faire, hein, par moment. Quand il émerge Bucks à l'époque 2015, 16, etc., oui. On voyait que c'était un mec assez complet, hein, même défensivement. Oui. Et encore une fois, il a de la valeur. C'est juste que je pense que est-ce que tu peux avoir une équipe de haut niveau avec quelqu'un de son niveau, de son profil, surtout qui mobilise autant d'argent, peut-être pas. Mais tu vois, comme dit, hein, s'il prend pas son option en français et qu'il prolonge pour plusieurs années mais moins cher, je pense que ce serait bien, quoi. Il y aurait pas de souci. Mais voilà. Oui. Et donc on peut avancer. Quelle est ta 5e stat du jour à nous présenter pour ces Milwaukee Bucks 2024 ? Alors j'en ai 2, mais je vais en prendre qu'une pour l'instant. Je pense que la deuxième, on pourra peut-être en discuter après. Ça concerne Giannis, hein, dont on n'a pas parlé. Dont on n'a pas parlé encore. C'est 853. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est ?
Le nombre de fautes récoltées, non, je sais pas. C'est le nombre de tirs pris au cercle cette saison par Giannis. L'an dernier, c'était 718. Eh oui. 718. Donc, tu vois, alors oui, le pick and roll avec Lillard, ça n'a pas marché, mais on voit quand même un effet de passage à l'équipe offensive, puisqu'il y a plus de place sur le terrain. Et voilà, il fait sa meilleure saison à l'efficacité en carrière. Il fait la meilleure saison de l'histoire des Bucks sur la provocation de lancer franc cette saison. C'est incroyable. Et après, moi, le truc que j'ai trouvé très intéressant par rapport à cette saison de Giannis, c'est que, ok, oui, il a pris beaucoup de tirs au cercle, mais il a un gros pourcentage de réussite au cercle, parce que par exemple, tu vois, il y a 66% de ses tirs qui sont pris au cercle, à 77% de réussite, sachant qu'il était assisté au cercle qu'une fois sur 2. Donc ça veut dire que voilà, là en termes de machine à générer de l'attaque efficace, cette saison, Giannis a été littéralement une machine. Et ce qui est intéressant, c'est que on pourrait se dire que c'est que des dunks. Non, il y a eu pas mal de choses. Moi, j'ai beaucoup aimé, par exemple, tu vois, alors oui, on a les classiques, le Eurostep, le spin move, mais j'ai trouvé qu'il y a une belle panoplie de finitions. Tu vois, des finger rolls, quelques hook shots, notamment, tu vois, où c'est quelque chose avec quoi il avait un peu de mal, mais on sent qu'il a atteint désormais la maturité physique, où tu vois, il met le petit coup d'épaule à gauche pour créer la séparation, et avec un peu de déséquilibre, il peut enclencher un petit hook. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai aimé voir de Giannis, où non seulement il y a de l'efficacité, mais il y a aussi une petite partie de laboratoire qu'il y avait la saison dernière, c'est juste qu'elle était moins grande. Et je me demande, est-ce que c'est pas aussi lié au fait que là, il y avait plus de Chris Middleton pour prendre du pull-up, plus de Damian Lillard pour prendre du pull-up, donc Giannis, lui, il va plus se concentrer à finir les actions. Oui, mais c'est un peu comme on dit depuis des années, mais c'est le Shaq de l'ère moderne en fait, en un sens. C'est-à-dire le Shaq mais ajusté pour les requis du jeu de 2024. Alors à l'époque c'était 2020 encore déjà quand on le disait. Mais sur ce côté domination au panier et pas que catch and shoot quoi, pas que catch and finish, je veux dire. Pas que dunk, ouais. C'est ça. C'est en fait c'est Shaquille O'Neal, mais dans un jeu qui réclame plus d'espace et plus de dribble. Mais voilà, c'est la version qu'un dribble, mais qui a toujours ce truc de lui c'est pas un post-up un peu comme avant dans le jeu d'avant. C'est qualité physique hors norme avec juste assez de dribble pour lui-même s'amener au panier quoi. Et en effet, c'est en fait moi aussi j'avais ma 5e stat, elle était sur ça. C'était 112, moi c'était son true shooting plus, donc son efficacité relative à la moyenne, donc plus 12% par rapport à la moyenne, ce qui, voilà, pour moi c'est le grand retour du vrai Giannis. J'ai un peu envie de le dire comme ça. C'est vrai qu'on en avait discuté ça l'an dernier, on n'était pas trop d'accord là-dessus. Le truc c'est que pour moi l'an dernier, on va pas parler d'imposture, hein, loin de là. Non, je voulais dire pour moi il y avait un mauvais casting dans le sens où le projeter dans une course au MVP, dans cette course-là au MVP surtout, pour moi c'était un non-sens total parce que lui, déjà parce que la concurrence était incroyable avec la saison de Jokic qui est une des meilleures de l'histoire et celle de Embiid qui était pas mal en 2023, et pour moi il était clairement loin derrière ces deux-là. Et en plus donc il y avait aussi cet aspect de lui-même aussi avait été moins bon et beaucoup moins bon que d'habitude en fait. L'an dernier c'est un peu une anomalie dans l'histoire du prime de Giannis parce que voilà il y avait Après, je peux comprendre aussi les fans un peu grand public, ils s'en foutent un peu de l'efficacité, je comprends. Et en l'occurrence, 2023, c'était quoi? C'était beaucoup moins efficace que d'habitude, mais avec un volume qui est immense en fait. Et donc ça permettait un peu de compenser. Et notamment, voilà, tu regardes les points par match, tu dis, le volume est immense, quoi. Et tu fais pas gaffe à l'efficacité. Mais il y avait un peu, il mettait beaucoup de points, autant de points qu'avant, parce qu'il a rentré moins, mais il prenait plus de tirs. Donc le volume venait un peu compenser. Et je peux aussi comprendre d'ailleurs qu'on puisse pondérer selon les cas. Parfois on aime bien le volume ou l'efficacité, ça c'est aussi à débattre. Mais clairement, en tout cas en termes d'efficacité, on était sur une vraie anomalie. Parce que tu vois, il était à 104, à peine plus 4% d'efficacité par rapport à la moyenne. Comme dit Giannis, c'est un phénomène, un des meilleurs de l'histoire, qui, les années d'avant, faisait du plus 12%, plus 11%, plus 9%, plus 15%. Oui. Voilà, si tu prends, moi j'ai mon petit tableur là, de mon petit Excel à la maison, tu prends les saisons individuelles, plus de 30% d'usage, donc les gros volumes depuis 1980, il n'y a pas des données avant ça, mais depuis 1980, il a, du coup avec celle-ci, 2024, il a 4 saisons dans le top 60, grosso modo, de l'histoire en termes d'efficacité. C'est incroyable. C'est des trucs de folie. Giannis, c'est ça sa force, c'est de l'efficacité. Et c'est en ça que l'an dernier, c'était une anomalie totale et complète, parce qu'on avait un Giannis qui était pas efficace, même si toujours plus efficace que l'ensemble de la NBA, mais quand même très très loin de son pic à plus 15% à l'arrivée de Budenholzer. Mais
Donc, on est de retour à une efficacité normale. Et pourquoi? Parce que en fait, on a aussi un Giannis un peu différent, pardon. Notamment, beaucoup moins forcé, entre guillemets, forcé sur sa propre création. Oui. Et une autre stat qui est intéressante pour moi, c'est le 51% de paniers assistés, justement. Oui. Alors que l'an dernier, il était à 43% de paniers assistés. Et donc, en gros, hein, il a pris une petite dizaine de pourcents. Donc, il a 50% de ses paniers sont assistés, sont consécutifs à une passe décisive, donc sont créés par autrui, on peut le dire comme ça. Alors que, comme dit, l'an dernier, c'était 43. Et même au panier, tu l'as cité, au panier, il est passé de l'an dernier 42% assisté au panier à 52% cette année. Oui. Donc ça aide aussi. Et bon, tu vois, il y a des stats comme ça, il y en a plein. Tu regardes les stats sur Rollman, donc le poseur d'écran sur pick and roll, même volume qu'avant, mais beaucoup plus efficace cette année. Il passe de 1,09 à 1,23 points par possession, beaucoup mieux. Au niveau des cuts, il en fait plus de cuts par match. Enfin, la stat des cuts, hein, donc en gros, c'est les catch and finish. Il fait plus de cuts, plus de finish off-ball, et en étant plus efficace, il passe de 1,37 à 1,49. Au niveau des touches par match aussi, c'est intéressant ça. Il touche autant le ballon que l'an dernier. Il touche autant le ballon, donc 77 l'an dernier, 79 cette année, ok. Par contre, il la garde beaucoup moins longtemps cette année. Et ça, je pense que ça vient aussi illustrer ça. Ce côté, il touche beaucoup la balle parce qu'il est au centre du projet, mais il va pas la garder autant que l'an dernier en termes de je remonte la balle, je fais mes pick and roll un peu statiques ou mes actions un peu statiques, isolation, etc. Voilà, il y a un peu cette notion pour moi où l'arrivée de Lillard a fait du bien. Oui. Parce qu'on n'a plus été obligé autant de tirer sur la corde qu'en 2023 où l'efficacité s'était un peu effondrée. Là, on a le retour du Giannis qui est top 3 NBA facile, quoi. Et puis, il y a quelque chose de mécanique avec, tu vois, par exemple, le fait d'avoir autant de joueurs dangereux, notamment au-delà de la ligne à 3 points, hein, puisqu'il y avait Beasley aussi qui a sorti une saison prolifique à 3 points. Quand tu prends, tu vois, Middleton, tu prends Brook Lopez et tu prends aussi Lillard, c'est qu'en fait, Giannis, même quand il a pas le ballon et qu'il est derrière la ligne à 3 points, c'est plus un non-facteur, tout simplement parce que quand il est en tête de raquette ou à 45 à 3 points et qu'il reçoit la balle, en fait, il a un dribble de la raquette. Hein. Ouais. Il a un dribble de la raquette. Donc, même si tu le défends comme un shooter et toi, tu restes loin de lui, il suffit qu'il passe un dribble, il arrive lancé dans la raquette et puis tu fais faute. Ouais. Non, mais effectivement, et c'est pour ça que j'insiste, hein, mais le côté prendre quasiment 10 points de pourcentage sur le nombre de tes paniers qui sont assistés versus créés par toi, c'est pas négligeable. Hein. C'est ce genre de changement, c'est pas négligeable du tout. Donc ça explique aussi cette recontextualisation qui fait qu'on a un Giannis qui est de nouveau des efficacités d'élite parmi les meilleurs de l'histoire à un tel volume, quoi. C'est une anomalie du jeu, hein, Giannis, hein, parce qu'il y a ça. Bon. Il y a la faiblesse que il est pas chapeau en termes de manipulation de défense, porteur de balle comme d'autres, mais en même temps c'est un intérieur, quoi. Donc c'est le Giannis de l'habitude, c'est un Giannis fabuleux, attaque, défense, Giannis magnifique. C'est ça. Mais quand tu vois, quand tu prends, tu vois, t'as parlé de la finition, et en fait, quand on reprend à peu près les critères, tu vois, des 60 un peu plus de 60% de tirs, un peu plus de 65% de tirs qui sont pris au cercle, en étant une fois sur deux assistés, tu vois, le joueur qui se rapproche le plus, c'est Zion, puisqu'il a 69% de tirs qui sont pris au cercle en étant assistés un peu moins d'une fois sur deux. Ouais. Et Zion, il est qu'à 67% au cercle. Enfin, entre de gros guillemets. Et Giannis, il est à 77% au cercle. Ouais. Non, mais là aussi, c'est un truc, tu vois, pendant des années, alors à l'époque, hein, parce que maintenant, il joue plus trop, malheureusement, mais Ben Simmons, il y a beaucoup de comparaisons. Est-ce que Ben Simmons peut pas aussi se développer un modèle à Giannis? et moi, je me souviens qu'on avait longtemps parlé, on disait, mais en fait, non. Parce que Giannis, pourquoi ça marche? C'est pas, un peu le côté porteur de balle qui a pas de pull-up, en gros. C'est un peu ça l'idée. Et en fait, non, parce que c'est à ce point une anomalie, Giannis, en termes de taille et longueur de bras. Et même un mec comme Ben Simmons, non, c'est pas pareil. Et même un mec comme Zion, qui lui-même est un créateur de décalage, et un mec qui met la pression sur le panier énorme. Mais Zion, il est gros, il est puissant, il est rapide, extrêmement rapide pour son poids, mais il a pas la taille. Alors que Giannis, il a tout, en fait. Et pour ça que le niveau de coordination et d'agilité et le développement athlétique qu'il a fait pour un mec de sa taille et de son envergure de bras, c'est ce qui fait qu'on a le Shaq des temps modernes, en fait. Et que c'est pas aussi facile de se dire, tiens, on a un porteur de balle de grande taille qui a pas de jump shot, on peut le développer en Giannis. Non, c'est quand même un peu plus complexe que ça, parce que c'est vraiment, il a gagné la loterie génétique de la vie, en fait, hein, grosso modo. Et il a aussi bossé, parce qu'il est pas que grand. Il y a un travail athlétique qui a été fabuleux. Ouais. Et un gros développement physique. Exactement. Oui.
Exactement. Bon, et puis la défense, comme d'habitude, on n'a pas besoin d'en rajouter. Mais voilà, je voulais un peu reparler de ça parce que, comme dit, pour moi, l'an dernier, l'efficacité était vraiment une anomalie qui sortait un peu de nulle part et qui s'expliquait aussi peut-être par un mauvais contexte, une mauvaise utilisation. Donc là, je suis content de revoir un bon Giannis qui met beaucoup de paniers très efficacement. Et j'espère que par la suite, on continuera parce qu'il a quel âge? Il doit avoir 30 ans, je pense, un truc comme ça. Je pense qu'on a encore 4-5 années de méga prime. Ouais, c'est ça. Pas sûr qu'il les passe tout à Milwaukee. Hein. Ah, ça c'est vrai qu'il met pas mal la pression sur son front office toutes les 3 semaines. Mais bon, en même temps, c'est le jeu. Quand t'as une méga star, hein, t'as ce pouvoir, tu l'utilises si tu veux. Mais voilà, c'est pour moi, je mets vraiment un peu entre parenthèses l'an dernier, même si ça reste, voilà, je crois que je l'ai mis encore top 5 de mon top 100 l'an dernier. Donc la nuance est très très légère évidemment. Mais il faut quand même se rendre compte que depuis 2019, hein, depuis son entrée en prime, on va dire, on a un des meilleurs primes de l'histoire, quoi, assez facilement. Et là, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans, quoi. 6 ans de prime, avec en plus la défense derrière qui a peut-être pas chez des mecs comme Jokic et autres. C'est quand même assez génial. Et surtout, on se dit que ça pourrait être encore mieux, l'an prochain avec Lillard, avec un pick and roll mieux bossé, mieux optimisé, mieux automatisé, on va dire. Ça fait peur. Ça fait peur si vous êtes à l'Est. En tout cas. Ok, on a fait nos 5 stats chacun. Est-ce qu'il te reste des stats à droite à gauche en bonus ou des joueurs dont tu voulais parler? On n'a pas encore discuté. J'en ai quelques-unes en bonus sur Giannis. Vas-y. Alors, une que je vais inaugurer sur le Basket Club, tu vois, dans mes petites stats que je fais de façon personnelle, tu vois, avec mon Google Sheet, c'est 88. Ouais. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est? C'est 35,5% et 88. C'est l'EFG+ de Giannis sur pull-up pour les joueurs qui en prennent plus de 250. Donc l'EFG+, c'est l'adresse, et donc l'adresse relative à la moyenne, c'est ça? C'est ça, l'adresse relative à la moyenne sur les joueurs qui prennent plus de 250 pull-up. Il y en a 68. Ouais. Il est 68e sur 68. Il est 4 points en dessous de l'avant-dernier qui est Jaden Ivey. Et il est par exemple 13% en dessous de Cade, 8% en dessous de Banchero sur le pull-up. Et en fait, tu te dis, c'est là en fait que défensivement, quand Giannis il prend un pull-up, la défense, elle a déjà gagné en fait. On parle de Luka Doncic ou de Giannis? On parle de Giannis justement parce que tu vois, quand il prend un pull-up, elle a déjà gagné tout simplement parce que il est tellement létal sur tous les autres aspects du jeu qu'en fait, non seulement il est pas efficace sur pull-up, il est très loin de la moyenne hein, sur pull-up, mais en plus de ça, quand on voit le niveau d'efficacité qu'il arrive à avoir sur tous les autres types de play, bah tu veux qu'il en prenne le moins possible. Ouais. Non, mais c'est ça. D'ailleurs, c'était un peu ça qui avait fait que l'an dernier était moins bonne, parce qu'il avait beaucoup forcé sur ses pull-ups, justement. Et tu vois, tu regardes un peu des chiffres d'isolation, tu regardes des chiffres à peu près partout. Les chiffres de l'an dernier étaient moins bons, mais pourquoi? Parce que sur un contre 1, sur isolation ou sur pick and roll, en fait, il s'arrêtait, il prenait le pull-up. Et donc forcément, ça tire un peu vers là-bas. Et c'est là-dessus où je pense qu'il faut un peu abandonner le rêve du Giannis jump shooter. Oui. À mon avis, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Alors lui, il veut encore les prendre, je pense, pour essayer de dicter une certaine respectabilité. Le fameux mythe de Marcus Smart est respecté parce qu'il en prend des 3 points, même s'il les manque. Dédicace à tous les fans de Boston. Non mais blague à part, pour être sérieux, c'est vrai qu'il y a un peu ce côté-là chez lui, je pense. Sauf que là, on voit que ça passe pas du tout, quoi. Et comme tu dis, quand la défense le voit faire ça, c'est banco, quoi. C'est gagné. Parce que littéralement, il te sauve lui-même ta possession défensive, quoi. Oui, c'est ça. C'est un peu dommage, et c'est pour ça que je rigolais un peu en disant, est-ce que tu parles de Giannis ou de Luka Doncic? On n'est pas au même niveau, mais c'est vrai que Doncic a un peu ce côté, c'est le meilleur driver de NBA, et pourtant il arrive à avoir des efficacités globales qui sont pas top, mais parce qu'il aura beaucoup de pull-up. Mais ceci est un débat pour une autre fois, mais je pense que Giannis, il y a un peu ce côté-là aussi, ouais. Giannis, et je crois que c'est Ben Taylor qui en a parlé, et qui disait, voilà, sur des shooters à 3 points à gros volume, c'est peut-être un des pires de l'histoire, quoi, malheureusement. Mais parce que c'est pas sa force, quoi. Oui. Et tu vois, il y a un peu le mythe de ouais, mais en fait, à la base, il avait un jump shot et tout, et sa saison rookie, il est à 35% d'efficacité, c'est au niveau moyen c'est la moyenne de NBA en tant que rookie, donc il savait shooter. Bon, déjà, cette année-là, tu regardes le pourcentage lancé franc à 68, ça ne crie pas bon shooter, et surtout, c'était quoi, une saison rookie où il y avait 118 tentatives à 3 points. Oui. Donc, échantillon minuscule, il faut pas trop s'accrocher à ça, quoi. Je pense qu'il faut plutôt s'accrocher aux 2000 tentatives en carrière, quasiment, où il est à 28%. Oui. Voilà, je sais pas. Tu vois, encore si tu me disais, il est en catch and shoot, et
les rares fois où il est off-ball, il tente sa chance, ça me dérangerait moins. Mais c'est vrai que là, sur le côté pull-up, en fait, il nous dit, je traduis en français, hein, IFG+, en gros, c'est le pire shooter de pull-up de NBA qui a la pire efficacité relative à la moyenne. Pour ceux qui en ont pris beaucoup, enfin, qui en ont pris 250 sur les gros volumes, ouais. Voilà. Ouais. Et qu'il est loin de ceux, il est vraiment loin de, tu vois, enfin, Banchero qui est assez critiqué hein, pour ce type de tir, il est 8% au-dessus de Giannis. Hein. Oui. Et alors, la question que je te pose, c'est à ton avis, s'il se mettait à ne plus les prendre, est-ce que tu penses que ça changerait sa respectabilité et comment est-ce qu'il est défendu par les adversaires? Je pense que non, tout simplement parce que les équipes veulent qu'ils prennent les shoots. Bah oui, je suis d'accord. Parce que c'est déjà pas le cas. Voilà, même s'il les met, la défense va vivre avec Giannis qui prend un pull-up et qui le met plutôt que Giannis lancé qui va faire un Eurostep. Ouais. Non mais je suis d'accord, il y a un peu ce côté, ouais mais s'il arrête de les prendre et qu'il arrête de tenter, il sera plus respecté et donc ça va affecter la défense. Bah non, parce qu'il est déjà pas respecté quoi. Donc c'est là-dessus où c'est un peu dommage. Tu vois, il pourrait clairement aller taper du 120 pour shooting plus peut-être s'il prenait pas ses pull-ups. Après je trouve que tu vois c'est quand même intéressant pour lui d'avoir cette option là. C'est-à-dire que s'il y a plus rien, il ait déjà des répétitions sur, tu vois, on l'a vu développer, tu vois, les espèces de turnaround fadeaway là, des choses comme ça où ça rentre pas beaucoup, mais il sait qu'il peut le prendre, tu vois. Il peut le prendre, mais il faut pas que ce soit un tir automatique. En stat bonus, moi j'avais 29,6. C'était le minutage de Malik Beasley cette année, donc 30 minutes par match. Est-ce que c'est pas trop? Ou est-ce que c'est pas trop dans cette équipe en tout cas? Et moi je suis peut-être un des seuls sur Terre qui aime bien. Toujours aussi fan de Malik Beasley, toujours aussi fan de Hernan Gomez, Juancho Hernan Gomez, mais ça c'est une autre histoire. Malik Beasley, ça vient de quoi? Ça vient de Florida State quand il jouait avec Azaek et Bacon? Non, ça vient de Denver, justement. Hernan Gomez et Malik Beasley, j'aimais bien. Non, le problème c'est qu'en fait on a vu d'ailleurs, enfin il jouait pas du tout aux Lakers l'an dernier quoi. Sur le run de playoff, etc. Il jouait pas Malik Beasley. Et parce que le profil n'est pas parfait. Et moi j'aime bien Beasley parce que, comme dit, il peut avoir un certain attrait avec son shoot d'élite. Et ça, c'est un aspect, peut-être on se rend pas compte à quel point c'est un shooter d'élite. 41% sur 7 par match. Voilà, gros volume, shoot d'élite, diversité, off-screen, catch and shoot, un peu de pull-up aussi. Donc ça, il n'y a pas de problème. Même en défense, je trouve que c'est pas aussi cata qu'on dit. Le problème, c'est tu peux pas avoir ce backcourt là en fait, pour moi. Tu peux pas avoir un petit Malik Beasley à côté de Lillard qui est déjà déficitaire en défense on-ball et off-ball surtout. Et voilà, tu me dis, si tu mets Malik Beasley entre guillemets en poste 2, mais tu le mets à côté de Luka Doncic, bah il y a pas de problème en fait, parce que ton meneur il est grand. Donc t'as pas ce problème de redondance de déficitaire en défense, c'est un peu comme les Cavs hein. Pour moi le Milwaukee c'est un peu comme les Cavs où t'as deux petits, un peu trop déficitaires en défense. T'as cette redondance de cette faiblesse. Donc, je sais pas trop quoi faire de Malik Beasley. J'aime bien, il a fait une grande saison, mais je suis pas sûr que ça soit le contexte idéal, quoi. Vu qui est-ce que t'es en meneur, j'aimerais mieux le voir à un autre endroit où il y a déjà un meneur plus grand, en fait. Kate Cunningham, peut-être? Oui, mais je crois que Détroit n'aime pas les shoots. Hein. Détroit ne veut pas de shooter. Tu vois ce qu'il va... il a signé là-bas, mais tu vois ce qu'il va pas jouer? Peut-être qu'il va jouer, hein. Oui, j'espère en tout cas. Ouais. J'espère. Tu sais, parce qu'ils avaient aussi, ils avaient réussi à avoir Quentin Grimes. On avait dit, 3&D parfait et tout, shooter à côté de Kate Cunningham. Le temps que le podcast y sorte, il avait déjà été échangé à Dallas. Donc, tant pis. Ouais. Mais Beasley, c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, en fait, tu sens qu'ils étaient pas. Enfin, tu vois, Lillard, ça s'est fait sur de l'opportunité parce qu'en fait, Malik Beasley à côté de Jrue Holiday, ça fonctionne. Oui. Surtout que c'était Malik Beasley, c'était une tentative au minimum. Hein. En fait, c'est un joueur au minimum. Généralement, les joueurs au minimum, ils jouent pas beaucoup en playoff. Hein. Les joueurs au minimum. Et là, en fait, t'avais à côté d'un joueur au minimum comme Malik Beasley, à côté de Jrue Holiday, ça fait sens. C'est juste que t'avais plus Jrue Holiday. T'avais Damian Lillard. Et du coup, là, ils ont été chercher Gary Trent pour le remplacer, qui apporte un petit peu plus de défense, quoi. Défensivement, qui est plus concerné, que ce soit sur le ballon et qui est aussi plus tenace loin du ballon. Non mais c'est ça, je pense que ça a pas marché parce que ça donnait un backcourt qui était trop déficitaire en défense cette année. Mais comme dit, tu me le mets à côté de Luka Doncic, c'est pas grave parce que t'as qu'un seul petit quoi. Tu me le mets, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, tu me mets à Miami à côté de Butler, c'est pas très grave quoi. Ou enfin je dis n'importe quoi, mais des contextes un peu comme ça, tu vois, même Orlando. Finalement, si tu donnes beaucoup la balle à Banchero et à Franz Wagner, tu peux te permettre de pas avoir de vrai meneur et d'avoir un peu biaisé. Mais en fait, le rôle de Mario Chalmers, grosso modo, tu sais, qui était à côté de LeBron et Chalmers en meneur, non, Chalmers c'est pas un meneur, Chalmers c'est un 3&D quoi. C'était LeBron le meneur, grosso modo, c'est
c'est un peu ça l'idée. Donc ouais, le fit était pas bon. On verra s'il joue à Détroit qui n'aime pas optimiser Cade Cunningham et qui n'aime pas lui mettre du spacing. Mais je crois qu'on a parlé de pas mal de monde. Hein. Je crois qu'on arrive un peu au bout. Qu'est-ce qu'on n'a pas évoqué encore aux Bucks cette année? Bobby Portis, on n'en a pas parlé beaucoup. Moi, je trouve que c'est quand même un joueur qui a été important. Enfin, je trouve qu'ils ont besoin de l'énergie qu'il amène en sortie de banc et qui permet en fait d'avoir des plays de repos. C'est-à-dire que tu peux, tu crées il n'a pas besoin de beaucoup de systèmes en fait pour se rendre dangereux. C'est quelqu'un qui, peu importe les situations, c'est pas quelqu'un qui se cache pour prendre des tirs. Et en fait, ça peut te permettre de permettre à tes joueurs majeurs, si par exemple ils ont enchaîné un run et qu'ils sont fatigués, d'avoir des possessions off avec un joueur un peu autonome, entre guillemets, qui peut se créer des tirs et parfois amener des choses aux 5 majeurs. Ouais. Thanasis Antetokounmpo est toujours dans l'effectif, hein, évidemment. mais dénoncer le népotisme de LeBron et de Bronny James. Bon, après, c'est pas parce qu'il y a un mal qu'un autre. Bon, bref, on va pas ouvrir ce sujet. Mais non, Ty Washington aussi, qui est passé par là cette année. Tu sais, le choix du premier tour des Rockets il y a 2 ans, à peine, mais qui ne s'est pas imposé, qui, je crois, a rebondi ailleurs déjà, qui a été coupé, qui était allé à Phoenix, un truc comme ça, je crois. Ouais, là, il est à Phoenix. Là. Phoenix, en tout contract. Il est encore très jeune, hein, Ty Washington, donc peut-être il pourra rebondir. Gallinari qui est venu, qui a fait 17 matchs aussi sur la fin de saison après un buyout, je crois. Je sais plus exactement, mais bon, c'est un peu la fin. Gallinari, on a bien compris aussi que la blessure, la santé, ça n'allait pas. Et puis Marques Bolden a fait 2 matchs. Est-ce que tu sais qui est Marques Bolden? Oui, tu te souviens? Bah oui, de Duke. Bah oui, on connaît Marques Bolden. Hein. Tout à fait, ouais. Qui était le pivot de Zion, hein, si je dis pas de bêtises. J'espère que je confonds pas les années. C'est ça. Mais il voilà. y avait Jonah Bolden avant aussi, l'Australien. Jonah Bolden. Ah oui, ça me dit un truc, ça, effectivement. Ouais. Mais j'apprécie parce qu'on peut conclure cet épisode et j'ai remarqué que tu nous as parlé de Jonah Bolden, mais aussi tu as réussi à caler un John Justice tout à l'heure. Josh Justice, ouais. Je suis pas sûr que les auditeurs l'aient. Une dernière stat pour toi, c'est le nombre de laptop game, le laptop game avec les Sacramento Kings, le laptop game où Mike Brown arrive en conférence de presse sur le match où il a le game winner de Lillard, là, quasi du milieu de terrain, là, où je crois que c'est 142-143, et il vient en conférence de presse avec son fameux l'ordinateur portable, et il explique, il montre les plays et tout ça. Je croyais que tu allais me dire le 1, c'est le nombre de ballons qui a été volé par les Pacers. Ça aussi, ça fait partie de la saison, en effet. Ouais, c'est vrai, on n'a même pas parlé de ça, les 64 points de Giannis. C'est vrai. Bon, après, 64 points aujourd'hui en NBA, c'est comme si tu mettais 20 points il y a 10 ans, quoi. On le sait bien avec l'inflation. Bref, arrêtons de rigoler. En tout cas, merci beaucoup, Tom, d'être passé dans le Basket Lab. Ben, merci à toi. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Voici donc pour nos amis les Milwaukee Bucks qui, vous voyez qu'on est quand même on entre sur une gamme d'équipes de plus en plus forte, hein, je crois qu'il ne reste plus que des équipes de playoff. La saison des Bucks, c'est vrai qu'elle a été très particulière et on espère retrouver des Bucks peut-être mieux que cette année pour l'an prochain, pour 2025, puisque, mine de rien, ce fameux Lillard, Giannis Antetokounmpo, c'est quand même pas rien, ça pourrait être le moteur d'une équipe championne assez largement, donc on aimerait bien que ça soit une équipe d'élite. Bref, donc voici pour aujourd'hui. Et donc la prochaine fois, nous allons nous retrouver pour un nouveau bilan, évidemment, et on va rester à l'Est et même dans la même division, puisque la prochaine fois, bilan des Cleveland Cavaliers. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous d'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Tom d'être passé sur Basket Lab, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.